je l'ai enlevé peut-être. Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment au show, l'émission qui enlève son masque pour regarder les films. Salut Thierry. Salut Thomas. Aujourd'hui, une émission à la marge, une émission sur les films peu vus, une émission sur Outbuster. Et avec nous, une équipe toujours à la marge aussi, la même, l'équipe de Claque. Vous avez pu lire dans la description qu'on allait parler de The Love Witch. Sa consoeur nous accompagne, celle qu'on appelle The Laugh Witch. Il y a ça, c'est vrai, il y a ça. C'est génial. Salut tout le monde. On a des petits soucis avec Discord. C'est pour ça qu'il a été absent un moment. C'est parce qu'il a fallu qu'il s'en remette. Il n'a pas compris qu'on allait voir Outbuster, mais il a compris qu'on allait voir Ghostbusters. Du coup, il a vu tout l'intégrale, plus le Ghostbuster Héritage qui devait sortir. Du coup, il est pas très très bien. Mais là, ça va mieux. Il s'est remis d'aplomb. C'est Marwan. Salut Marwan. Salut, pour le coup c'est vrai, finalement j'ai pas vu les films d'Outbuster, je suis désolé, j'essaierai de combler. Attends, t'es Non, sérieux? j'ai vraiment vu les films, t'inquiète pas. Ah mince, oh, mais ça aurait été super drôle, j'aurais adoré. Ça aurait été drôle. C'est toi qui aurais tout décrit. C'est ça. Mais nous avons également une équipe d'invités de haut vol, encore une fois. Alors là, j'ai pas fait des blagues parce que voilà, ça suffit les blagues sur les invités, c'est bon, voilà. Je vais pas faire des blagues sur les matraques avec Gabin de Cinématraque et Silence Moteur. Salut Gabin. Oui, bonsoir. Parce que Thierry veut impérativement que je dise oui, bonsoir. Donc je dis oui, bonsoir. Voilà. Dis oui, bonsoir Gabin. Oui, bonsoir. Oh, c'est génial. Oh. Non, les matraques, c'est bon, ça ira. On a eu la dose. Ah, il paraît que tu fais très bien Nikos aussi. Ah non, je veux éviter. On va éviter. Peut-être arriver à un Oui, on moment l'a donné fait plus déjà. tard. Voilà, il va peut-être donner son avis à un moment donné et inviter à voter par SMS. Alors là, pour l'invitée suivante, j'avais des jeux de mots assez foireux comme quand elle parle de films, elle n'y va pas avec des baguettes. Ou bien alors, pour mater des films au cinoche, la troisième rangée c'est bien, mais pour un écran d'ordinateur c'est un peu loin. Pas terrible. C'est Lila de Istasia et du podcast La Troisième Rangée. Salut Lila. Salut, je sens que je vais partir tout de suite en fait si... Non. C'est si méchant. Et... Non, vous êtes adorables. Est-ce que moi aussi je dois dire oui, bonsoir ou c'est bon? Tu peux demander à Gabin de le dire pour toi si tu veux. Gabin, est-ce que tu peux dire oui, bonsoir pour moi s'il te plaît? Oui, bonsoir. Merci. Enfin, je vais arrêter. Ça à un va, moment donné. c'est Je vais absolument les pas un facturer. private joke, c'est bien. C'est génial. Tu le Non, refais mais à la vraiment, fin. je vais les facturer. Hein. Tu le refais à la fin. Enfin, celui qui a racheté tout mon stock de vieilles blagues et de jeux de mots foireux. Ah mince. Celui qui n'a pas peur du calembour, celui qui n'a peur de rien d'ailleurs, celui qui a fait 1000 podcasts sur des sujets divers et variés comme les podcasts d'ailleurs, l'alcool, la bière ou même la musique autoproduite, c'est Winnie Taniguchi du podcast de Dany. Salut Winnie. Salut les clacos. Ça va? Ah bah oui, je t'ai piqué tes calembours, mon petit gars, comme ça je t'ai libéré. En tout cas, je suis bien content que tu me présentes comme ça, j'ai l'impression d'être dans les grosses têtes. Philippe Bouvard. Toi t'étais de l'époque Sim. Oh... Oui. Jacques Martin. Mais c'était bien Jacques Bah Martin, oui, c'était enfin, bien. avant tout ça. Les petits chanteurs à la croix de fer. Le point OK boomer est arrivé très vite. Bien, on a Marwan qui a un problème de téléphone mais qui nous rejoindra en cours de route, on va faire comme s'il était là. C'est la magie du montage, la magie du podcast, voilà, on n'est pas en direct donc on va faire comme. Cette semaine, nous ne parlerons pas de Fast and Furious 9 qui devait sortir ce mercredi, quel dommage. Oh non. Non. Vivement mars prochain. Vivement mars prochain. Mais nous parlerons de la plateforme française de cinéma en ligne Outbuster, l'autre cinéma. Outbuster est une plateforme depuis 2016 qui diffuse des films jamais sortis dans nos contrées, avec un esprit libre, un esprit film de genre, d'ailleurs un esprit assez débridé, un esprit aussi participatif. Il semblerait qu'on puisse communiquer les films aussi, les auditeurs peuvent soumettre leurs films qu'ils ont vus, les pépites, et peut-être que Outbuster peut essayer de les choper, ou pas. Ils sont pas obligés d'être intéressés. Outbuster, c'est un peu le croisement entre Shadows et eCinema.com, même si ces plateformes sont arrivées après Outbuster d'ailleurs. Chers amis, est-ce que vous connaissiez Outbuster avant de préparer cette émission? On va commencer, par Lila. Je crois que Lila, toi, tu connaissais Outbuster un peu. Oui, j'ai connu Outbuster dès le début en fait, puisque le site avait été lancé en partenariat avec Sens Critique. À l'époque, j'étais une fidèle des avant-premières organisées par Sens Critique et qu'il y avait eu une avant-première événement pour lancer le site. Et depuis, j'ai un petit peu suivi de plus ou moins près les sorties de Outbuster. Ok. Et du coup, tu es toujours une fidèle d'Outbuster? Alors, il y a des moments où... Ou alors on en parlera peut-être un verdict. Ouais, sinon. on en parlera peut-être plus tard. Non, mais On en parlera peut-être pour le verdict à la fin de l'émission. Effectivement. Suspense. Est-elle restée chez Suspense. Outbuster? Suspense.
Gabin, est-ce que tu connaissais Outbuster? Je connaissais de nom, mais j'étais jamais allé dessus. D'ailleurs, j'ai remarqué que leur compte Twitter me suivait. J'étais là, ok. Mais ouais, j'y étais encore jamais allé, donc c'était vraiment l'occasion de découvrir complètement pour l'émission. Ok. Winnie, est-ce que tu connaissais Alors pas du tout, Outbuster? pas du tout. C'est vrai que j'ai tellement de plateformes que une de plus, mais finalement, très bien. Ah, mais finalement, très bien. Ça a l'air... On est allé sur une note positive. Thierry, mon ami Thierry, est-ce que tu connaissais Outbuster? Oui, un peu, parce qu'on a préparé pas mal, mais... et non. Enfin, j'avais la plateforme, enfin, tu vois, comme beaucoup de trucs, et surtout depuis qu'on fait les shows, j'ai quand même beaucoup de pubs centrées qui viennent me voir justement par rapport à ça. Donc c'est quand même pas mal. Au moins, ils ont bien compris qu'on aimait bien les plateformes de streaming. Et en fait, à Outbuster, je m'y suis intéressé, je crois que c'était le lendemain du jour où on a décidé de faire Shadows, toi et moi, et qu'on était au téléphone et qu'on a regardé le catalogue, et que j'étais pas content du coup. J'étais très énervé de me dire qu'on faisait Shadows, qui est un catalogue que je trouve assez moyen, et j'étais en train de regarder ça en mode mais c'est ça que je veux faire tout de suite maintenant. Donc voilà, je me suis bien remonté. En plus on avait bien des semaines, donc là je suis bien vénère, et ça fait du bien parce que c'est des films qui sont bien vénères quand même quoi. Donc je suis très On content. avait privilégié Shadows parce qu'ils avaient un mois d'existence, ils étaient récents, ils étaient un peu Oui, plus non, bien actus, sûr, mais c'est surtout vrai que voilà. sur le moment, je m'étais pas du tout rendu compte de ce qu'Outbuster proposait, sinon j'aurais fait du forcing de malade pour qu'on la fasse avant. On a varié les plaisirs, ça va. On peut pas faire du film de genre toutes les semaines. Voilà, il faut alterner les plaisirs. Yassa, est-ce que tu connaissais Outbuster? Je connaissais pas du tout et je suis bien contente de l'avoir découvert. Ouais. C'est Ouais. une bonne surprise. Ouais, carrément. Marwan, est-ce que ton téléphone fonctionne? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es avec nous, Marwan? Marwan, es-tu là? Esprit. Est-ce que la Love Witch est là pour nous aider à parler avec les esprits? Marwan, es-tu là? Il nous faut une Non, Ouija. on a un souci avec Marwan. Une Ouija board. Marwan, un petit souci de téléphone. Bon, donc voilà, Marwan sera là par intermittence, chers auditeurs. Marwan, après le deuxième film. Alors oui, je connais un peu Outbuster. 4 heures plus tard, C'est ça, c'est le lag. il n'y a C'est- plus personne. C'est l'Internet Explorer de Clack. Le Comme petit modem c'est moche. 56K. Comme c'est moche. Cette fois-ci, pour la sélection, nous avons... Ah, ça a été très dur de sélectionner les films, j'avoue. Tellement, Thierry, Tellement. Et voilà. Oh là là. on a souffert parce qu'il y avait beaucoup de trucs qui faisaient envie. Alors c'est très genre, c'est très... Des synopsis très barrés, et des concepts, beaucoup de concepts dans les films. Donc c'était très dur de choisir. On a pris dans les sélections, on en a pris 2-3, puis on a voté ensemble. On a même proposé, on vous a proposé sur les réseaux sociaux, vous nous avez aidé à choisir un peu. Enfin, un peu. Ça a été très serré aussi sur les réseaux sociaux, du coup, bon, ça nous a aidé moyen, mais ça a quand même aidé à départager sur un film. Donc, on va commencer. Finalement, on s'est déchargé du choix. On a filé un choix aux invités, un choix au public et un choix pour nous la rédac. Donc, au moins, comme ça, on ne s'est pas embêté. Donc, nous commencerons avec le choix des invités. Headhunters, film norvégien avec notre ami Jamie Lannister. On l'appellera toujours comme ça, c'est triste pour lui. Quel dommage. Avec ses deux mains. Ouais, mais faut dire Avec ses deux mains. que son vrai nom, il est difficile à prononcer. Hein. Nicolas Coster-Waldau. Ensuite, nous attaquerons au choix du public. Enemy at the Dead End, film coréen. Et enfin, nous terminerons avec le film un peu d'amour, The Love Witch. Film inspiré du giallo, film américain. Vous allez voir que de l'amour. Inspiré, c'est un Du giallo. vrai. C'est un giallo. Voilà. C'est un giallo, Thierry. On commence tout de suite, on s'envole vers la Norvège. Hur mycket tror du det har varit? Flera tiotals miljoner. Vi to, vi ska begynne å tenke på fremtiden. Og vi har bare et par dager på oss. Hva er det som har skjedd? Og du visste ingenting. Du visste ingenting. Hvorfor er jeg her? Headhunters. Odejegelné. Je sais pas comment on prononce en fait en norvégien le titre original, donc on va dire ça. De Morten Tildum et d'après le roman de Joe Nesbo. Alors je dis ça, mais en fait c'est des hauts barrés, donc peut-être que ça ne se prononce absolument pas comme ça. Entre le O et Avec- le E. Entre le N'est-ce pas? Joe Nesbo, N'est-ce pas? voilà, voilà. Le pauvre. Joe Nesbo, ou voilà, comme vous voulez. Headhunters avec Axel Hennie dans le rôle de Roger Brown, un chasseur de tête, un DRH, DRH le jour, cambrioleur la nuit.
qui a une très très belle baraque, une très très belle femme et des problèmes de pognon pour entretenir tout ça. Évidemment. Évidemment, c'est assez logique. Et Nicolas Coster-Waldau, que l'on connaît surtout pour son rôle de Jaime Lannister dans Game of Thrones, mais bon, qui a fait plein d'autres choses à côté, qui joue le rôle de Glassgrave, qui est un peu l'antagoniste principal de ce Roger Brown. Là où Roger Brown est un abo de 1m68, là on a quand même le Coster-Waldau, le Glassgrave, qui est ancien para, qui fait 2 mètres, qui est beau gosse, qui a fait tout, et qui est très très bien pressenti, qui est même le candidat idéal pour un poste de PDG. Et en plus de ça, il a une collection d'art pas dégueu qu'aimerait bien lui piquer le protagoniste Roger Brown, notre Arsène Lupin, comme le décrit Outbuster, notre Arsène Lupin DRH même, plus exactement. Un film à fort succès, vendu dans plus de 50 pays, même que les Américains ont racheté les droits pour faire un remake avant même la sortie du film, c'est vous dire. Mais il n'est pas encore sorti. Comme c'est la boîte qui s'est occupée de Twilight et Divergent, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ouais. Ouais, puis ça fait 10 ans en plus qu'on attend. Donc. Je pense qu'ils peuvent reprendre le réal, hein. C'est bon, ils l'ont déjà pris. Mais le réel, c'est aussi le réel, on le connaît aussi parce qu'il a réalisé Passengers ou Passenger ou Imitation Game aussi. Pas mal quand même, hein. Pas dégueu. Bah, Imitation Game, ouais, Passengers, moins. C'est quand même un c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. On est ici pour parler de Headhunters, chers amis. Qu'avez-vous pensé de ce film? A-t-il fait tourner votre tête, ce Headhunters? Oh. Lila? Eh mince, pourquoi moi? Parce que... Non, bah écoute, moi, dès les premières secondes du film, tout de suite, c'était parti. Le film est rythmé, les acteurs sont bons, et puis c'est extrêmement dynamique. Honnêtement, très bonne première impression pour la préparation de cette émission. Alors, juste un petit détail, c'est le film des invités, je l'ai dit parce que vous l'avez choisi pour l'émission. Qu'est-ce qui vous a motivé? Je m'adresse à tous les trois en même temps. Qu'est-ce qui vous a dit ce film-là et pas un autre? C'est Jamie. Pareil, je me suis dit, il y avait Jamie, c'est bon. On y va. Moi, j'ai essayé de leur dire de prendre The Velocipastor, mais... Oh là. Je voulais aussi. Non, Le chouchou de Thomas. J'ai fait du lobbying pour mettre Velocipastor, l'histoire d'un pasteur qui se transforme en dinosaure et il affronte des ninjas. Moi, je trouve ça génial. Bon, J'ai jamais été aussi fier qu'en ayant réussi à contrer ton lobbying. Je te dirai pourquoi après. Quand même. Moi, je le regarderai demain. Ouais. Ah, ne fais pas ça, Gabin. Non, si, je le ferai. En accéléré. Voilà. Je me tourne à nouveau vers mes invités. Alors, du coup, il y a Jamie. Est-ce que vous êtes satisfait de ce choix? Winnie, tiens. Ah, complètement. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, quand on va sur Outbuster, quand même, on va sur des films qui ont des petits budgets. Ça, on le sait d'abord. Donc, on va pas être trop exigeant, mais il faut quand même admettre que le film, il est complet. Et comme disait Lila, il est vachement rythmé. Il y a des scènes qui pourraient même presque être cultes, parce que honnêtement, il y a des choses... Je ne révélerai rien, je ne vais pas spoiler, je vais être correct. Et puis les acteurs sont très bons, franchement, il y a rien à dire. Gabin? Bah oui, pour moi c'était absolument pareil. Du coup, c'était assez amusant de noter que c'était Morten Tilden, donc qui a ensuite fait Imitation Game et Passengers, parce que pour moi, quand on voit ça, on voit que c'est quelque chose qui a l'air bien plus personnel, enfin qui a une réalisation beaucoup plus marquée, enfin une mise en scène beaucoup plus marquée. C'est un polar, mais en même temps c'est très sarcastique et c'est surtout ça qui m'a plu dans le film, c'est que c'est complètement barré. Il y a des moments très glauques, très gore et c'est aussi très drôle. Donc voilà, après tout le monde l'a dit, le casting est impeccable, c'est aussi ce qui fait le succès du film. Mais moi c'est surtout son ton complètement barré qui m'a plu. Yassa, as-tu été convaincu également par ce film barré? Complètement. Comme l'a dit Lila, moi aussi j'ai été absorbée dès les premières minutes. On voit que le personnage, donc le DRH, est un petit peu un connard parce que voilà, il vole des œuvres d'art. C'est même un sacré connard. Oui, voilà, il est matérialiste, superficiel. Il a une belle femme, grande, belle, intelligente, une grande maison. Il lui offre plein de cadeaux, etc. Et il vit au-dessus de ses moyens, d'où ses activités nocturnes. Et en fait, au fur et à mesure de ces mésaventures, en fait, on commence on s'y attache de plus en plus et à la fin on a envie qu'il gagne, même si ce qu'il fait est hors la loi, on a envie quand même qu'il gagne. Bon, ce que l'antagoniste fait est hors la loi également évidemment, mais du coup, les deux étant hors la loi, faut choisir un camp et c'est le camp de Roger que j'ai choisi moi. Et c'est un personnage qui m'a touchée, que j'ai trouvé vraiment touchant finalement au final.
dans la résolution en tout cas qu'il choisit pour sa situation, la manière dont il se laisse aller, c'est vraiment ce que j'ai retenu du film, en dehors de l'intrigue qui est assez prenante et haletante évidemment. On se laisse vite emporter dans ce thriller. Enfin, il y a tout ce qu'il faut il y a tous les ingrédients pour qu'on soit tenu en haleine. Mais sinon, c'est vraiment la personnalité du personnage qui m'a le plus touché dans ce film. Thierry, as-tu été touché par la personnalité du héros? T'as pas trop le choix en fait. Hein. Non. Après c'est plus, c'est marrant parce que vu que je l'ai vu la semaine dernière, ça m'a fait penser à A Better Sweet Life. Alors pas du tout dans le ton, mais dans le côté, en fait le personnage a beau être l'enfoiré qu'on te présente, parce que c'est quand même un portrait assez particulier quoi. On a quand même le gars qui se vante au début, qui se persuade déjà que la nana est juste avec lui pour de l'argent et qui se dit de toute façon tant que j'y offre des beaux cadeaux, reste avec moi, il va se prendre un revers dans la gueule et ça va faire du bien. Mais et en plus justement on assez vite. Enfin bref. Évitons de spoiler, c'est vrai que il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, mais c'est vrai que moins on en sait, mieux c'est presque. Non, mais c'est surtout qu'en fait, c'est plus le gars a une morale de vie qui est assez affreuse. En plus, il parle en voix off. Moi, je peux pas m'attacher à un mec comme ça. Mais en fait, quand la spirale de violence qui est autour de lui devient aussi puissante, t'es obligé de te dire, bon, allez, j'ai envie de le voir, parce que là, ça le dépasse, et là, non, personne ne mérite ça. Donc t'as envie de le voir surpasser ça, en fait. Donc ouais, en soi, oui, je me suis attaché du coup à ce gars. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le double ton, en fait, parce qu'au début, on part vraiment dans un truc de petite magouille, de gars qui maîtrise plutôt bien son sujet, qui va essayer de faire sa petite saloperie, et ça part dans un truc totalement différent derrière, et à partir du moment où tu te prends justement le deuxième ton du film, enfin, je m'y attendais absolument pas, et c'était très surprenant, quoi. Oui, il y a un truc très cynique, on l'a dit, hein, il y a un petit humour. Après, c'est très difficile de parler de ce film sans tout révéler. On n'a pas trop le choix non plus, on est obligé de donner des éléments. Pour ceux qui voudraient éviter les spoils, vous pouvez reprendre votre écoute autour des 25 minutes sur votre barre de défilement. Bonne continuation. Bon, alors à partir de maintenant, on spoil. Voilà. Si vous voulez. Bouchez-vous les oreilles. Radio. D'ailleurs, voilà Marwan. Oh merde. Oui, je suis de retour. Il va spoiler. Spoiler. Je croyais que l'antagoniste de Headhunters t'avait chopé et t'avait coupé la tête, du coup, ça va? Je crois qu'il l'a enfermé dans son coffre. Bah ça va, ouais, il a coupé ma connexion internet avant de vouloir me tuer. Comment était le film? Ah, mais c'était terrible. Hein. Tout s'enchaînait en fait. Mais ouais, mais ça va beaucoup mieux depuis que je vous entends. Je vous écoutais, je vous laissais parler de ces personnages et de ce film. Et au lieu de parler du dernier film du réalisateur de Passenger, qui est une pure... Voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Quelle était ton expérience de Headhunters? Bah c'est ça en fait, c'est cette idée de voir quelque chose qui nous surprend. On pense savoir là où va nous mener l'histoire, mais ce côté ce petit mec qui s'est fait un peu à la Arsène Lupin, et c'est un petit peu l'accroche qui est donnée pour les spectateurs, mais pour mieux les tromper. C'est vraiment intéressant et passionnant parce que les acteurs sont efficaces de bout en bout. Il y a cette idée que l'acteur, je ne me souviens plus de son nom, celui qui joue dans Game of Thrones. C'est pas un sosie C'est vrai qu'il lui ressemble. C'est pas un sosie plutôt de Christopher Walken, tout petit? Un peu, c'est un mélange. Moi, il m'a fait penser à ça, ouais. C'est un mélange des deux. Il t'a fait penser à ça, vrai, ça, c'est pas un film. Un peu Alex Lutz aussi. Oui, il y a du Alex Lutz. Oui. Et c'est vrai qu'il ressemble à Pennywise. Le gars, c'est un patchwork. Voilà, c'est tout le monde. Vrai. Ah, maintenant que j'imagine Non, Alex vrai. Lutz dans une fosse septique, là, du coup, ça, je viens de rajouter un point à ce film, là, voilà. Ah, le cette gros spoil. scène. Ah oui, non, Oh, voilà, mon on Dieu. spoil là. Okay. Est-ce qu'il y a un point que vous vouliez voir sur le film en particulier parce que là, c'est sûr que c'est pas le cuirassé Potemkin, mais on peut quand même un peu parler. C'est vrai que là, on dit pas grand chose. Mais, il y a un humour qui, je trouve, est très passe-partout. En fait, pas passe-partout. Non. Je trouve qu'il peut passer pour tout le monde. Voilà, je vais dire ça comme ça. Parce que il va jouer sur plein de tableaux. Alors, t'as de l'humour extrêmement graveleux. Voilà, t'as cité la scène de la fosse septique, on va pas revenir dessus. C'est pas très subtil, hein. Mais il y a justement aussi de l'humour de situation énormément. Moi, je pense justement, maintenant qu'on spoil, ne serait-ce que, quand il y a ce crescendo de violence qui commence, c'est précisément quand il pense qu'un de ses amis qui était engagé pour être son complice est censé être mort. Il le met dans son coffre, il le balance dans un lac, le mec remonte du lac et en fait il est en vie. À partir de là, j'ai fait ok, devant quel film je suis là exactement. Je te dis, il n'y a plus de limite. Voilà, et c'est à partir de là, il n'y a plus une seule limite. Le scénario est très surprenant, et même sur des trucs que je me dis, alors là c'est pas possible, il réussit derrière à les justifier. Alors bon, c'est un peu au forcing quand même, hein. Mais ça passe justement, et j'ai été très surpris. Il y a quelques moments gore aussi, hein, il y a quelques effets gore bien crasse-pec. Quelques...
Non, il y en a beaucoup. Il est quand même pas à mettre entre toutes les mains quand même malgré tout. Hein. Si pour les gens un petit peu, voilà, c'est quand même un peu raide. Alors, je pense pas que ce soit le plus gore de la plateforme. Hein. Non, c'est sûr. Je vous entends parler de tout ça et je me dis que finalement c'est un film qui réussit le mélange des genres, quoi. Tout à fait. Ouais, exactement. Il a réussi à lier tout ça, à nous sortir un truc assez équilibré et qui finalement peut plaire vraiment à tout le monde, quoi. Ça manque de dragons, Et mais je pense que sinon, si il a réussi à faire ça, c'est qu'il a pris, je trouve, une forme un peu sérielle. C'est-à-dire qu'il enchaîne les cliffhangers, il enchaîne cette idée de vraiment d'amas d'obstacles qu'on aurait, je sais pas, sur une saison d'une série aujourd'hui, qu'on verrait aujourd'hui. C'est vraiment cette idée que tout s'enchaîne, tout est un peu trop surréaliste, tout est un peu romanesque à la limite. Et avec cette idée que le personnage est vraiment en train d'enchaîner tout et n'importe quoi, mais vu que c'est bien écrit, on adhère, et c'est ça qui fait la différence avec beaucoup de navets. D'accord. C'est ça, puis c'est une série sur 1h30, ce qui est vachement bien quand même. C'est ça. Et puis, comme disait Winnie tout à l'heure, c'est que on disait Outbuster, c'est plus des petits budgets. Là, je sais pas exactement quel était le budget du film, mais ça tient la route tout le long. On dit il y a des effets gore, c'est des effets pratiques qui marchent très bien. Tout le long du film, je trouve que la mise en scène est vraiment réussie et on y croit à fond, même si ça part dans des extrêmes tout au long, quoi. Et j'avais envie de rebondir un peu sur ce que disait Yassa au début, par rapport à la façon dont le personnage va évoluer et comment ce personnage très antipathique au début, on va apprendre justement à l'aimer, à passer de son côté. Et je trouve que c'est quelque chose qui, là aussi, passe pas mal dans la mise en scène, et notamment, en fait, dès le moment où apparaît le personnage de l'antagoniste, parce que, finalement, tout le début du film, quand le gars fait son petit speech à la 99 francs, on est dans le domaine de la masculinité toxique, il faut performer, il faut avoir de l'argent, de l'autorité, tel style vestimentaire, etc. Et le moment où donc le personnage joué par, je vais encore... Nicolas Coster-Waldau. Merci de m'éviter de l'appeler génie, mais bon, je ne trompe personne. Et dès le moment, en fait, où ce personnage entre en scène, où tu vois que il est tout ce que le héros cherche à devenir, dès ce moment-là, sans que rien ne soit dit ou explicité, tu sens que tout le paradigme est en train de changer, que l'équilibre des forces s'est inversé et que tu rentres dans un autre film, en fait. au début, je me suis dit que ça allait un peu virer American Psycho, cette fascination pour les beaux costards, tout ça, c'est complexe. Mais au final, non, c'était sur autre chose. J'ai trouvé un petit peu du Christian Bale un peu au début dans le gars, non, toujours en mini, toujours en tout petit. Mais pour rebondir sur ce que Lila était en train de dire, comme tu dis, ça se ressent énormément dans la mise en scène et dans la façon justement dont la réalisation va axer sa caméra, puisque c'est vrai que pendant tous ces discours, il est montré de dos avec toujours l'avenir devant lui, c'est lui le roi, il domine le tout et les caméras sont très hautes. Et à partir du moment où justement l'antagoniste arrive, pof, on commence à le diminuer, il est montré en contre-plongée et il est écrasé par le film et par son antagoniste. Donc on adhère à son statut de victime à partir de là parce que il devient totalement soumis aux événements, quoi. Ben là, c'est vrai que Nicolas Coster-Waldau incarne très très bien le mal alpha, là. Hein. Ah, c'est sûr. Il joue très bien les connards, hein. Aussi. C'est ça, ce que je me disais. Mais il y a aussi un truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est que ça nous montre aussi les dégâts que peuvent causer le manque de communication dans un couple. Parce qu'en fait, pas le manque de le manque de communication et la sincérité, tu vois. C'est-à-dire que lui, il est dans son délire de je dois entretenir ma femme, elle a besoin de plein de choses, etc. Que elle reçoit ça, elle se dit bon ben c'est cool, quoi, voilà, mais elle en a pas forcément besoin. Et ça part de ses insécurités et de ce qu'il pense que sa femme voudrait avoir sans qu'il communique, quoi. Je suis pas sûr que ça soit l'axe principal du film. Ah, c'est important c'est même quand pas même tant la parce que communication, hein. c'est important parce qu'il y a quand même un doute à un moment. Il y a des choses comme ça qui s'imbriquent dans l'intrigue sans toujours en dire. Mais l'amour de sa femme est très important dans l'histoire. Bah après c'est même pas tant. Aussi c'est quand même un thème de fond qui est assez important, d'autant que la rédemption du personnage en dépend. Mais au-delà de la communication, tu sais, on peut résumer ça en 2 mots, hein. Enfin, patriarcat, quoi. Exactement. Je veux dire, le gars, il est totalement conditionné dans un truc, on lui dit c'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement. Donc en soi, il se pose même pas la question de savoir si avec sa femme c'est différent, puisqu'on l'a tellement conditionné là-dedans que de toute façon, pour lui, c'est automatique. C'est un peu d'ailleurs le thème un petit peu central des 3 films qu'on voit d'ailleurs, hein, ce soir.
Il y a, Oui. il y a vraiment une C'est vrai. critique du C'est un patriarcat. thème patriarcat. complète. Voilà. La semaine C'est dernière, pas c'était faux. révolte. Cette fois-ci, c'est patriarcat. Voilà. Bon, ça va, C'est ça génial. s'imbrique plutôt bien. C'est assez cohérent tout ça. Ça y est, on a fini de spoiler. Bonne continuation. Headhunters. On le recrute Complètement. tout de suite. Carrément. Grave. Au moins, en tout cas, Headhunters, moi, j'espère que Arsène Lupin avec Omar Sy sera au niveau. Non. J'ai pas Oula. osé. Oula. Tu vois, j'ai voulu te faire une petite anecdote sympathique, culture et tout, histoire qu'on relève un peu tout ça en te disant que Headhunters était aussi un fantastique album de Herbie Hancock. Mais non, toi, il a fallu que tu partes sur Arsène Lupin avec Omar Sy, quoi. Il salit tout. Ben, la comédie française, tu sais, c'est notre Tu amour. salis quoi. tout. Tu C'est vrai. salis Arsène tout. Lupin dans le tournage va reprendre, attention. Oui, mais c'est par Netflix. Oh. D'ailleurs, on parle de comédie française, Thierry. Tu te souviens de Dis-moi. ce qu'on a dit il y a 2 ou 3 mois sur Danny Boone va faire un film du coronavirus? Ah oui, non, t'inquiète pas, je suis au courant, il va j'attends le juste faire. le titre d'ailleurs. C'est bon, c'est bon. La news est tombée. Et on ira le voir, mais on ne paiera pas pour ça. Je paierai pour une autre salle. C'est hors de question que je donne ma thune à ce mec. Il y aura à peu près 15 films de la même trempe à la même période, je pense. Le personnage principal de Headhunters souffre énormément, finit amoché et même fait un tour à l'hôpital. Et ben donc nous allons nous soigner à l'hôpital tout de suite. Habile. 너 정말 내가 누군지 기억이 안 나? 내 언제 봤다고 초면에 말까고 X라리신데 뭐야? 오늘 네 제삿날인 줄 알아. 재산날 지선으로 오줌도 못 있는데 사람을 죽이겠다 누구네 머리를 시끄럽게 끝에가 무슨 뭐 지불놀이 아니 닭똥이 맞아도 생명이 위태로울 수 있어요. 내가 뭘 잘못했는지 이거 죽는다. On parle toujours d'Outbuster et cette fois-ci c'est le choix du public. Enemy at the Dead End, Junjigo Sipun, ou bien Desire to Kill. C'est un film qui a plusieurs noms anglais comme ça. Allez savoir pourquoi. Il se moque, Thierry, il se moque. Non. Un peu. Ah non, non, mais tu sais, moi, la Corée, y a pas de souci, hein. Mais c'est juste le gros accent coréen. Oui, ils sont obligés de prendre une grosse voix. Junjigo Sipun. Film de 2010 d'1h32, des réalisateurs Cho Owen et Kim Sang-hwa, avec Min-ho ou Sang-geop. Voilà, vous ne savez absolument pas de qui j'ai parlé. Voilà. Mais vous avez tout dans la description, donc je vous invite à aller voir dans la description pour les détails Bravo. sur les films. C'est bien fichu, hein. Un synopsis relativement simple, c'est l'histoire d'un mec qui est à l'hôpital, qui est paralysé, qui est blessé, et qui se retrouve dans la même chambre que son ennemi juré, lui aussi paralysé. Il va donc tout faire pour le tuer. Rien que ça. C'est un peu un mélange entre Intouchable et Kill Bill, si on veut. Voilà. Mais pas forcément. Et tu C'est veux vraiment joliment rester dit. sur Omar Sy ce soir, hein. Omar, si tu nous écoutes, salut. Est-ce qu'on se lève pour ce film? Ah, moi, je me lève 2 fois. Ah, Oh. Winnie, toi, tu as aimé Enemy at the Dead End. Ce que j'ai aimé dans le film, bah déjà, alors, je suis pas comme vous. J'ai écouté attentivement toutes vos émissions sur le festival du cinéma coréen. Vous en parlez souvent. Non, Winnie, tu dis toutes nos émissions. Ah oui, toutes vos émissions, bien sûr. Mais les deux émissions fleuves sur le, j'ai écouté sans aller voir de film coréen. Ça fait très longtemps, donc ça faisait longtemps que je voulais en voir un. Et du coup, là, je suis très content parce que c'est un petit budget, encore une fois, hein, je le répète, et c'est très resserré, la réalisation, elle est super dynamique, et c'est pas... Alors, ça reste, entre guillemets, très maniéré, très on crie, on gesticule, tout ça, certes, mais c'est le propos qui veut ça, et ça a l'air, c'est burlesque, c'est grotesque, mais ça reste quand même regardable, parce qu'il y a d'autres productions asiatiques qui sont indigestes pour le non-initié, on va dire. Il faut vraiment une phase d'adaptation. Et là, par contre, je l'ai trouvé plutôt bien. Puis alors l'histoire, sans être extrêmement surprenante, elle est quand même bien menée. Et puis il y a un texte de fond que je vous laisse découvrir. Je vais pas monopoliser l'antenne. À vous les studios. Est-ce que quelqu'un a apprécié le film autant que Winnie? Oui. Non. Ah, Ouais, Gabin moi, un peu. Quand même. Gabin. Oh.
Pour moi, c'est vraiment l'exemple typique du film que je verrais à l'étrange festival ou voilà, dans un genre le pif. C'est ça. Et le film barré, je vais dire barré beaucoup ce soir, visiblement. Mais ouais, c'est pas Grey's Anatomy du tout, c'est pas Urgence du tout non plus. C'est voilà, un huis clos dans une chambre d'hôpital, on est quasiment tout le film là-dedans. On a quelques petites sorties, mais ça reste très limité. Et même quand on sort, voilà, il se passe pas nécessairement des choses très joyeuses. Donc c'est vraiment ce truc très bizarre de voir un homme qui se dit mon voisin de chambre, je veux à tout prix le tuer de n'importe quelle façon. Et c'est très inventif parce que voilà, c'est deux personnes qui sont dans un état complètement déplorable et qui vont quand même réussir à se chamailler et beaucoup plus que ça l'un l'autre pendant 1h30. Et donc ça tient vraiment la route là-dessus, sur l'inventivité. Là aussi, c'est assez décalé. Et là, comme disait Winnie, l'histoire tient la route, même si on pense peut-être voir venir quelques retournements de situation. Moi, à un moment, je me suis dit, c'est forcément ça. Je veux pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et donc oui, c'était ça, mais il y a d'autres retournements derrière qui surprennent finalement, et on se dit, en fait, on a quand même dupé le spectateur, quoi. Donc voilà, ça m'a bien occupé hier soir. Je crois que tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas de cet avis. Je crois qu'il va y avoir un duel sanglant. Pom. Ben, moi, je vais être plutôt au milieu, du coup. Il y a ça, oui. C'est la Entre Suisse. ceux qui ont adoré, c'est ça. Il y a ça, Pour la une fois. Suisse. J'allais faire une blague pourrie, mais bon, bref. Est-ce qu'il y a ça, comme t'es au milieu, tu veux pas arbitrer? Comme ça, on va voir ce que on dit Voilà. ceux qui sont contre, et comme ça, tu arbitres. On fait ça? Ok, vas-y. Thierry, je crois que tu ne partages pas le même enthousiasme que tes camarades. Ah non, mais c'est bien, hein. Ah. C'est même plutôt sympathique comme film. Ça serait même... Alors, je rejoins Gabin sur un truc. Tiens, si je l'avais vu à l'étrange festival, avec l'ambiance, avec les gens qui gueulent, avec voilà un côté peut-être un peu plus convivial, j'aurais presque dit qu'1h30 c'était pas assez. Mais c'était très bien si ça avait duré 35 minutes. C'est tout ce que j'ai à en dire. Ce film s'étire sur la longueur, il essaie de rajouter des lignes de texte affreuses et inutiles, et en plus il fait ça à la fin, il a clairement... Allez, 35 minutes, j'exagère. Allez, on va dire qu'il a une demi-heure de trop. Oh non, moi je suis d'accord, il a 1 heure de trop, ce film. Il y a 1h30 de Et trop. c'est surtout ça, c'est que le problème, Non, c'est non. que même... après, il y a des montages alternés qui suffisent juste à dire « Je te tape avec du savon, coucou, je te tape avec du savon, coucou ». Moi, ça m'a fait marrer, hein. Sauf qu'après un moment, j'ai fait « Attends, ça fait 10 minutes qu'ils sont sur ce truc-là, qui partent sur autre chose, qui se vengent, qui l'a compris, il a oublié, il a recompris, tout à coup, ils sont dehors, ils le balancent d'une falaise, non, il l'a pas balancé, ils sont relâs, il le sauve, il veut pas, il veut qu'ils s'en souviennent ». Et en fait, ça tourne tout le temps en rond, les personnages savent pas ce qu'ils veulent, alors... Il y a un état, ils ont un état physique qui est pas forcément adéquat, ça je peux comprendre. Mais tout ça pour ça, quoi. Et c'est dommage parce que moi, le principe, hein, d'un gars qui a perdu sa femme, il découvre que son voisin de chambrée, c'est son assassin, il veut lui faire la peau, et c'est la course à qui est-ce qui va se rétablir le mieux. Je trouve ça génial. Mais c'était beaucoup trop long. Je suis assez d'accord avec Lila, oui. Ouais, parce que effectivement c'est l'exemple d'un film qui part d'une bonne idée, une bonne idée qui aurait très bien été en court-métrage, mais en long-métrage, on essaie de faire du remplissage et ça marche pas toujours. Et moi en particulier, ce qui m'a gêné, on parlait tout à l'heure pour Headhunters de mélange des genres, que Headhunters réussissait très bien, le mélange des genres pour lequel le cinéma coréen est en général plutôt connu. Et là, je trouvais qu'il fonctionnait pas hyper bien, qu'il était pas très bien maîtrisé parce que au-delà de ce pitch de base qui est un peu fantasque, le traitement finalement reste très sombre, on est dans une ambiance toujours un peu glauque, dans une colorimétrie aussi terne, sombre, dégueulasse, pendant une grande partie du film, et je trouve que le film aurait gagné justement à avoir ce petit décalage, non même pas un décalage en fait, parce que pour le coup je trouve que le curseur a été poussé du côté du noir, dans la mise en scène, mais que le film aurait gagné à être plus neutre, ce qui aurait permis justement au moment censé être humoristique de mieux marcher. Alors que là finalement ils étaient noyés dans le tout et pour moi ça n'a pas marché. On a tué l'arbitre. Oui, non, moi je suis complètement d'accord aussi. Pour moi, il fallait pas quitter la chambre, il fallait pas quitter ces deux mecs qui se mettaient sur le nez. Le synopsis ou alors se faire un suffisait. pugilat dans tout l'hôpital. Oui, ou alors, que ça devienne vraiment épique. Parce que là, c'est vrai que ça reste des petites tapes, des trucs un peu ridicules. Ouf,
ils étirent. Et puis, il y a une intrigue avec des médecins, donc j'en avais rien à faire. Je sais pas ce qu'ils racontent, des histoires de médoc ou un médecin caché ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai rien saisi. Ah bah c'est le twist final. Et le problème, c'est que ça m'a tellement anesthésié que j'étais léthargique devant les scènes d'action à la fin, quoi. Donc, ça m'a tué, ça m'a coupé le film, quoi. Alors, c'est vrai que ça, c'était un peu confus. Il y a eu aussi, par exemple, les visites de la petite fille qui vient très régulièrement. Enfin, il y avait des moments comme ça où moi, j'arrivais pas à déterminer si c'était de l'hallucination, si c'était vrai ou pas. Et toute cette histoire aussi de médicaments, j'étais un peu, bon, ok, ça, je m'en fiche. Mais j'ai réussi à passer outre. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu plus confus là-dessus, j'ai l'impression. Le moment le plus horrible, ça nous a fait tressaillir, c'était quand même le moustique sur le nez quand il peut pas se gratter. Ça, c'est horrible, ça. C'était le climax du film. Je crois bien que c'est le moment le plus horrible, absolument, je suis d'accord. Et c'est le moment du médiateur aussi, de la médiatrice. Il y a ça. Yes. Bah, en fait, c'est un film que j'ai trouvé. Donc, je vais reprendre des critiques qui étaient beaucoup trop longs. Il y avait beaucoup trop de passages à vide, des répétitions qui n'étaient pas forcément nécessaires, qui n'étaient pas du tout nécessaires, et qui ont fait perdre le rythme au film et à la narration. Après, moi, ce que j'ai aimé, c'est justement cet aspect un petit peu psychiatrique du film. Déjà, on commence à le voir dans les décors et comme le disait Lila, dans la colorimétrie. Quand j'ai vu la chambre d'hôpital, pour moi, c'est un truc perdu au fin fond des Philippines avec le soleil qui tape, l'humidité, etc. Et ce vert crade qui te met mal à l'aise. Et tu rajoutes par-dessus un personnage qui perd la boule, puis un deuxième. Le personnage est persuadé que quelque chose s'est passé. Et puis on se rend compte au fur et à mesure que finalement le second personnage, l'antagoniste, arrive et lui dit en fait non, c'est pas du tout comme ça. Tu commences à avoir des doutes. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ça m'a intriguée. Je me suis mise un petit peu à la place d'un juge qui doit juger une affaire et c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre et t'as pas plus de preuves que ça. Tu sais pas ce qui s'est passé. Tu sais pas qui croire. Et ça, j'ai trouvé ça assez bien amené. Après, c'est vrai que les longueurs qui ont été mises au fur et à mesure du film ont fait que ça a complètement désamorcé le climax final, enfin la bataille finale, si je puis dire. Je veux dire, il y aurait pas eu de sang, ça aurait été beaucoup moins drôle pour moi. Tu vois. Ah ben heureusement que ça gicle dans tous les sens, ouais. Mais oui, voilà, c'est ça, ça devient bien gore et là t'es là, bon, ok, ça va, ça rattrape le truc. Mais bizarrement, j'ai pas eu, par exemple, par rapport à ce que tu disais, Thomas. Moi, j'ai pas eu de mal à comprendre cette histoire de médicaments, etc. Parce que ils le disent à un moment, c'est un médicament qui a expérimental, qui a des effets secondaires. Non, mais qui a des effets secondaires et dont les effets secondaires sont des hallucinations. Il y a peut-être de la paranoïa, on n'est pas vraiment sûr. De mettre des plans mal fichus de mecs en blouse blanche, Non, mais il y a un doute qui est quand même jeté sur la culpabilité de l'antagoniste. On se demande si... Ouais, d'accord, voilà, mais ça aussi... c'est très... Voilà, il y a une petite confusion pendant tout le film, et on attend la fin avec impatience, peut-être, pour certains, pour savoir le fin mot de l'histoire, et voilà. Ouais, mais moi, je trouve ça très brouillon, pardon, mais la réal, déjà, vous dites, c'est très rythmé, il y a un abus des gros plans, pourquoi pas, mais c'est très rapide, mais rapide, ça veut pas dire rythmé. Moi, il y a des rythmes, j'ai l'impression des fois que ça contretemps, donc ça marche pas toujours, ça me fait pas l'effet souhaité. Puis le récit, pardon, mais entre les trucs qui te mettent des séquences d'hôpital comme ça, mal filmées, avec des explications à rallonge de personnages secondaires qu'on reverra plus ou dont on ne sait pas qui c'est, on s'en fout. Enfin, bon, je vais pas dire que le récit est en soins palliatifs, mais quand même un peu. Puis la fin, ça veut pas finir. Et puis, j'ai dit que c'était un mélange entre Kill Bill et Intouchable, mais il y a quand même l'intrigue des compères qui vient se mêler à ça. Vous vous souvenez, les compères avec Depardieu et Pierre Richard? Ça m'a fait ça. Les coups de boule. C'est une intrigue avec des révélations. J'avais l'impression d'être dans un mauvais Park Chan-wook, tu vois. C'est genre un Park Chan-wook, mais sans Park Chan-wook qui réalise. Non, mais parce que des fois, quand t'es dans le passé ou quand tu te remémores quelque chose, tu t'en aperçois. Là, quand le personnage principal a des hallucinations, tu sais pas qu'il a des hallucinations, en fait.
Non, on mais se ça, perd ça dans le fait pas- récit, ça- puis on ça, fait ça 36 fait- 000 révélations à la fin, et puis ça finit pas, puis on t'en remet une, et puis on t'en remet une, et puis on t'en remet une. C'est le film Mais qui c'est veut ça, pas finir, quoi. mais c'est ça en fait, ça a été maladroit, c'est-à-dire qu'ils voulaient garder tous les cliffhangers, tout le gros suspense pour la fin, et finalement ils ont rempli le film, enfin ils ont essayé de boucher les trous en attendant de tout nous révéler à la fin, et ce qui donne Non, mais en t'as fait, l'impression qu'ils ont injecté le médoc miracle au scénario, tu sais, tu crois qu'il est fatigué, puis il se relève. Et puis moi, ça me gave un petit peu ce processus de tiens, tout d'un coup, au milieu du film, finalement, peut-être que le protagoniste, il est pas fiable, peut-être que on sait pas ce qui se passe dans sa tête. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qu'on commence à voir beaucoup et pas toujours hyper bien utilisé. C'est vrai que là, le scénario du film repose sur ça complètement, sur le fait qu'au final, t'as deux hommes qui veulent chacun se tuer parce qu'ils ont chacun une version différente de l'histoire, mais la façon dont c'est amené avec ces sortes de flashbacks un peu dégueulasses où on voit pas trop ce qui se passe. Enfin, honnêtement, je trouvais que ça manquait beaucoup de subtilité là-dessus. C'est ça. Et puis, des fois, il veut le tuer, puis des fois, il veut plus. Wow. Non, ça pour le coup, c'est intéressant parce que. Pourtant, je trouve que c'est inventif. Hein. Je trouve qu'il y a de l'idée dans les manières d'essayer de tuer l'autre, mais c'est étouffé, quoi. Marwan. Je trouve qu'en fait, il a ouvert un dilemme qui est vraiment intéressant, qui m'a un peu cassé les pieds après le visionnage. Ça concerne le fait, est-ce que vous serez capable de tuer quelqu'un qui a fait une atrocité envers l'un de vos proches, et même si il a tout oublié et qu'il est finalement un bon gars, même si c'est une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que t'es là, ou est-ce qu'on est prêt à faire subir des choses à quelqu'un qui ne se souvient plus du tout des violences qu'il a pu commettre, et à ce côté-là, est-ce qu'on punit vraiment la personne s'il ne s'en souvient pas? Et ça, c'est marrant, c'est intéressant comme dilemme. Et je trouvais que ça posait une question sympathique. S'il dit good morning comme tous les matins, comme le personnage fait dans le film, oui, je le tue, oui. C'est vilain. Putain, j'en ai perdu mes écouteurs. Mais sinon, ouais, je trouve que le film sympathique, même s'il se répète assez rapidement, et on se demande où le réalisateur veut aller. Je trouve que quand même la réalisation est parfois assez ennuyante, toujours assez répétitive, et peu inspirée, mais ça on se rend compte que c'est à cause du budget. Et par contre, j'en ai marre des fins comme ça, où en gros, une fin sortie du chapeau avec des révélations totalement nulles, ou c'est une personne qui annonce tout. Et j'ai vu un film coréen, je ne sais plus du nom, c'est la même chose, où à la fin, c'est une personne qui révèle en fait toute la situation, qui est juste abracadabresque, c'est n'importe quoi. Mais ça casse tout le film. Mais sinon, ouais, on passe un bon moment, mais je suis sûr que je ne m'en souviendrai pas l'hiver prochain. Ah, moi, je me souviens déjà plus. Hein. C'est très précis l'hiver prochain. Il y a un médicament pour ça, Lila, je crois qu'il l'a dit dans le film. Mais par contre, tu vas vouloir tuer ton voisin de chambre, ça. C'est pas l'hydroxychloroquine? Ça doit être ça. Maintenant, j'imagine Trump et Boris Johnson dans une chambre d'hôpital. Mais non, ça serait génial. Ça, c'est un clip de Frankie Goes to Hollywood, ça. C'est pas... Arbitré par Bolsonaro. Voilà, et juste à côté, celui qui lui fait good morning, c'est Kim Jong-un. Tu as vu qu'on savait pas s'il était basé. Oh. Allez, c'est parti, j'achète les droits. Le seul film qu'ils vont faire en 35 ans, la Corée du Nord, ça va être une adaptation, ce truc. Là, on était face à deux hommes qui voulaient s'entretuer, c'était de la haine. Là, il est temps de parler d'amour. Hey. Hi, I'm Trish. Hi, Trish. Well, what do men want? Just a pretty woman to love and to take care of them. Love me. Love me. What I'm really interested in is love. You might say I'm addicted to love. Love me, say that you love me. Hein, quoi? Oui, bonsoir. Ah, Thierry, tu es sensible, tu cherches l'amour, toi aussi. Je chantonne toujours à chaque épisode, tu le sais bien. Il a même participé à tourner manège. Les enfants sont-ils couchés? Il n'y a pas d'enfants. Non, je sais pas. Je l'ai pas vu, vu que j'ai moins de 18 ans. Dans le cadre de son partenariat avec le Festival du film de Fès, Outbuster a une sélection entre fesses. Il y a une sélection entre potes, il y a aussi une sélection entre fesses. Yay. Avec des films un peu olé olé, où on voit des fesses. Bientôt la sélection entre couilles. Ouais. On pourrait aussi. C'est le mélange des deux, ça. C'est voilà. Dire que pour celui-là, oui, ça peut s'y prêter malheureusement. Et
On a donc choisi un film, bon, qui se trouve être dans cette sélection-là, c'est le hasard, hein, bien sûr. Est-ce qu'on peut quand même préciser que moi j'avais proposé le documentaire sur le mec qui tient le musée de la bite? The Final Member, oui, effectivement. Ah ouais. Jamais ce que je veux faire. Le film dont nous allons parler est un giallo, filmé en 35 mm, avec une très belle esthétique, un respect du code du Technicolor magnifique, une très belle réalisation, un film remarqué sur son passage partout. Mais tout ce qu'on va retenir, c'est qu'il est quand même dans la sélection des fesses, hein, ça, avec des filles à poil et tout ça. Bah non. Non? Ah Bon, non, Pas absolument nécessairement, non. Quand même parce pas. que c'est même l'un des codes généraux du giallo. Oui. Enfin, je veux dire, quand tu regardes tous les giallos, il y a toujours de la nudité. C'est pas. en plus c'est de la nudité, c'est à la limite même c'est même pas ultra érotique parce que le propos du film il est assez gothique. Et moi les films de Jean Rollin, ça m'a jamais donné de frissons. En effet, je grossis le trait car effectivement, ça reste très chaste malgré sa catégorie. Arrête de fermer les yeux. Il s'agit de The Love Witch, la sorcière de l'amour. Film de 2016 de 2 heures de Anna Biller. Anna Biller d'ailleurs qui a fait le scénar, la réal, les costumes, les décors, la musique, elle a tout fait. Elle a tout fait. Elle a juste pas fait Chef Hop, mais elle a tout fait. C'est un peu le penchant féminin d'Alexandre Astier. De Xavier Dolan. Ouais, ou de Xavier Dolan. Alexandre Astier. Avec Samantha Robinson dans le rôle d'Hélène. La sorcière Hélène, la magnifique sorcière Hélène qui cherche l'amour et qui va se servir de ses pouvoirs magiques, de ses charmes pour justement charmer ses prétendants, ses amants. Hélas, ces amants ont une légère tendance à sombrer dans la dépression et mourir. Malencontreusement. C'est un détail. Ouais. Petit détail, voilà. Donc en France, ça aurait pu s'appeler Hélène et les garçons, quoi. Il en fallait un. Merci, Voilà, c'est pour moi. Non. Qui a été charmé, Moi, Winnie? totalement, hein. Ah, je vous laisse parler parce que vous allez dire que vous aimez pas, mais je défendrai après. T'inquiète pas, ça devrait aller, je pense. Alors Lila, toi tu l'avais vu plusieurs fois avant, du coup c'est un peu moins frais dans ton esprit. Ah, je l'ai revu. Ah, tu l'as revu? Je l'ai revu hier, j'ai revu des passages professionnel aujourd'hui. jusqu'au bout. Mais parce que c'est un film que j'adore. Ah. Je voulais le voir à la base juste pour me rafraîchir la mémoire en prévision du podcast. Et puis, je me suis aperçu que 2 heures plus tard, j'étais toujours là. Et j'avais rien fait à côté. Mais oui, c'est un film Mais je vais peut-être laisser les autres en parler d'abord. Sinon, je sens que je vais m'embarquer dans un monologue qu'on pourra plus m'arrêter. De l'amour. Donc, on a des gens qui aiment. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est moins charmé, qui est moins dans l'amour, qui n'est pas amoureux, qui n'a pas bu son filtre ce matin, Gabin. Ah, c'est pas que j'aime pas, je pense que j'étais pas dans les bonnes circonstances pour le voir. Parce que franchement, j'étais épuisé, donc je fermais un petit peu les yeux devant le film. J'ai un peu fermé les yeux entre-temps, je l'ai regardé en 2 fois. Me tapez pas. Mais je suis vraiment d'accord, voilà, avec le fait que l'esthétique est remarquable. Dès le début, j'étais vraiment happé, où je me suis dit, mais... Enfin, je doutais de la date de production du film, même, je me suis dit, mais ça date vraiment de 2016, parce que le travail de l'image est tellement précis qu'on a l'impression d'être voilà, à l'âge du giallo, et avec un film en pellicule, dans une séance du bon vieux temps. Mais ouais, c'est vrai que tous les costumes, le maquillage d'Hélène, enfin voilà, j'étais vraiment happé par l'esthétique. Un peu moins par la structure que je trouve peut-être un peu plus redondante, puisque c'est un peu le même fonctionnement, puisque Hélène rencontre plusieurs garçons, et donc reproduit le même schéma à chaque garçon, des filtres d'amour, voilà, il y a toujours cette manière pas de prendre possession de leur esprit, mais du moins elle veut qu'ils tombent amoureux d'elle, sauf que ça se passe pas forcément comme elle le souhaite. Et voilà, ça arrive plusieurs fois, donc pour moi c'était peut-être un peu de trop sur 2 heures. Ouais, c'est un peu long. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant sur la manière dont voilà, cette femme s'approprie son corps, son désir, ses sentiments, et donc comment elle interagit avec les hommes. Je rejoins Gabin, malgré tout mon amour pour le film, sur le fait que je trouve que la 2e heure se fait quand même un petit peu sentir. Oui, ça c'est clair. Mais bon, ça va, ça m'a pas trop gêné. Alors, moi, si je puis me permettre d'intervenir... Permets-toi. Je t'en prie. Alors, moi, j'ai regardé le film avec un petit sourire, pas goguenard, hein, mais un petit sourire. J'ai pensé honnêtement que il y avait beaucoup d'humour, de second degré, de 3e degré, même si le message féministe est puissant. Mais en fait, je me suis un petit peu intéressé à Anna Biller, à tout ce qu'elle a dit
parce qu'elle a beaucoup parlé, elle parle très bien d'ailleurs, elle fait des bonnes interviews, on sent que c'est une femme très réfléchie, c'est un peu une sorte de petit Tarantino, et au final, non, elle est assez sérieuse hein, dans son propos, donc l'humour est involontaire, ce qui est étonnant. Ah merde. Oui, non, c'est vrai, elle veut pas que ça soit une blague. Alors c'est très symbolique, par contre, si vous regardez ce film, vous aurez des trucs, des symboles, des choses un peu psychédéliques à l'ancienne. Vous allez être très surpris. Il faut pas vous dire qu'est-ce que c'est que ce what the fuck. Il y a un message derrière. Et moi, par contre, je trouve que c'est plus une course pour se libérer d'une addiction, parce qu'elle le dit qu'elle est addicte à l'amour. Je pense que c'est plus une course pour se libérer de ça, de cette maladie d'érotomanie. Et malgré elle essaye d'aller au bout et elle y va. Donc non, j'ai bien aimé pour tout l'image, le soin, même au son. Même quand le son est pris en direct, c'est un peu à la façon des films des années 50, tout ça. Et elle dit elle-même elle s'est pas inspirée de Jean Rollin, tout ça. Enfin, elle a regardé un petit peu les films de la Hammer, enfin même un peu beaucoup. Elle a regardé beaucoup de films, mais pas tant de giallo que ça. Elle pense qu'elle a regardé les mêmes films que ces gens-là et qu'au final, ils ont produit un petit peu un résultat analogue. Mais pour elle n'est pas influencée par le giallo, elle est plus influencée par tout le Technicolor, les années 60, l'esthétique, et elle a fait un conte macabre pour prévenir les jeunes filles. Voilà, c'est un conte moderne. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah, il n'y a plus personne? Je suis tout seul. Non, mais moi, je vais juste un peu rejoindre pour dire que moi, finalement, pourtant, j'aime beaucoup le giallo, mais c'est pas forcément une idée qui m'est venue à l'esprit en voyant le film, aucune des 3 fois, puisque, effectivement, pour moi, ça s'inscrit beaucoup plus dans une sorte de pastiche de soap opéra avec effectivement cette tournure gothique comme ça a été mentionné, mais pour moi la référence est vraiment plus dans quelque chose de plus populaire, si j'ose dire, c'est pas le bon mot, mais façon, et sur lequel par-dessus en fait il y a toute ce ton plus sombre qui est rajouté, parce que c'est un film aussi qui traite beaucoup du déni, d'une femme qui ne veut pas affronter, qui ne veut pas reconnaître les blessures qui lui ont été infligées, qui ne veut pas reconnaître qu'elle a été abusée, et qui fantasme totalement le monde dans lequel elle évolue. C'est ça, exactement. Je vais apporter du coup une nuance par rapport à ce qui est dit là. Alors pour revenir justement sur le genre du film, parce que c'est ce qui, je reviens dessus, même si là on a quand même bien survolé tout ça, parce que c'est ce qui moi m'a apporté une petite désillusion, malgré le fait que j'ai énormément aimé le film. Moi, j'ai trouvé quand même que c'était excessivement giallo et peut-être même un peu trop. Bon, le giallo, moi, j'adore ça. Thomas, tu le sais, l'un des films que j'ai préféré l'année dernière, c'était Une fabrique qu'on avait vu ensemble. Et justement, je vais comparer un petit peu ça en disant que justement, c'est la démarche. En fait, ce que je vais reprocher là légèrement à The Love Witch, c'est ce que je ne lui aurais absolument pas reproché il y a quelques années. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait quelques passages où il y avait beaucoup trop de référencement. Ne serait-ce que même l'utilisation au final de cet afflux de couleurs, de ces teintes-là qui font très penser à Mario Bava, qui font très penser au début d'Argento, qui font penser à tout ça. C'est magnifique ces couleurs, hein. Ouais, oui, c'est magnifique. Petit point sur les couleurs. Il y a un accès sur le Technicolor. On donnera quelques exemples, quoi. Mais tout à fait. Et même le 35 mm. Et même le 35 mm, ça se sent. Dans le salon de thé, quand elles sont toutes habillées en rose, ou quand il y a tout un ton, il y a des scènes sur un ton, que tout est assorti, le peignoir, la chambre, le plateau. Elle a tout fait. Ou quand elle arrive en rouge et qu'elle détonne par rapport au décor. Enfin, c'est... La photo est folle et surtout les plans sont extrêmement réfléchis. Ça, j'ai absolument rien à dire. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a, du coup, un côté surréférencé. Ce qui en soi ne me dérange absolument pas, parce que c'est vrai que le giallo, c'est à la fois sa force et à la fois son gros problème, c'est que vu que c'est un style de niche très précis, ça s'est toujours référencé, c'est toujours quelque chose qui a appartenu à ces années-là. Et justement, il y a quelques années, je l'aurais pas reproché, sauf que depuis, on a eu des trucs comme Une fabrique, on a eu même des trucs comme Bacurao qui vont flirter un petit peu par là dans leur absurde, et qui essayent d'apporter des teintes modernes à un genre qui en a, au final, peut-être un petit peu besoin. Nous, on avait toujours envie de voir un giallo qui ressemble à un film des années 60-70. Finalement, on nous a prouvé qu'on pouvait en faire un moderne. Donc là, voir un film qui repart dans cette tournure un peu passéiste, j'aime beaucoup. Mais je me disais, j'aurais bien aimé qu'il essaye d'avoir peut-être une personnalité encore plus percutante, plutôt que de nous dire, quand on aura vu ce film, qu'on l'a aimé, mais qui nous a fait penser à quelque chose. Après, par contre, sur les thèmes de fond, c'est très moderne, très actuel, et ça parle d'émancipation, et ça en parle très bien. Il y a ça. Moi, j'ai eu un petit problème justement sur le fond, sur ce discours féministe qui m'a laissé un petit peu mi-figue, mi-raisin.
Parce que on sent bien que justement ça parle d'émancipation, du contrôle du corps de la femme par la femme, etc. Mais c'est amené de manière, enfin le discours d'Hélène à ce propos, c'est que il faut donner à l'homme tout ce qu'il désire. Enfin quand elle parle avec Trish et d'autres femmes, oui voilà, l'homme, tu dois satisfaire l'homme de bout en bout parce que c'est le seul moyen que tu as de le garder, etc. Et cette satisfaction passe essentiellement par le sexe. Et à la fois les discours qui étaient vraiment dans le sens de l'empowerment, ça sonnait un petit peu comme si qu'elles étaient en train de lire des articles ou des thèses. C'est-à-dire il y avait pas de poésie derrière, c'était vraiment comme si qu'elles débitaient des faits, que ce soit Elaine ou que ce soit d'autres femmes qui sortaient ça. Il y avait toujours cette sensation de platitude un petit peu dans le discours. Et du coup moi ça m'a un petit peu échaudé du coup de ce côté-là. J'ai m'as pas fait très peur. Comment? Quand t'as commencé ton argumentation, j'ai cru que t'allais nous dire que le fond c'était justement le discours que tenait Elaine au début du film. J'ai eu très peur. Non, ça va. La bascule d'Elaine, elle est pas évidente avant la fin. Elle est pas évidente. Mais après, en fait, Elaine et le personnage principal de Headhunters, même combat en fait. C'est des gens qui sont totalement victimes de leur société et qui vont, par le biais des épreuves, s'émanciper quoi. Ouais, mais je trouvais ça beaucoup trop brut. En fait, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de travail lyrique dans les dialogues et dans les discours qui étaient présentés. Ouais, c'est plus un film esthétique. Oui, il était ailleurs, le lyrique, il était dans l'image, il était dans certaines situations qui sont complètement what the fuck. Ah mais de ce côté-là, moi j'ai totalement kiffé, hein. J'étais absolument absorbée par ça, j'ai adoré. J'étais tellement dedans que quand j'ai vu un téléphone portable, je me suis dit wow. Il y a un mélange des deux époques, c'est marrant, les voitures. On se dit ah bah tiens, il y a une Nissan là qui flirte avec une Ford Chevrolet, je sais pas quoi. Mais c'est ça, c'est qu'on s'en rend pas forcément compte parce que les voitures, par exemple, quand on prend les voitures, tout le reste des décors fait vraiment en sorte qu'on soit plongé dans l'époque, mais ne serait-ce que les voitures, déjà quand on voit les voitures de police ou les voitures du prof à l'université, ce sont des voitures qui auraient pu avoir dans les années 60, 70, etc. Et puis là tu as une voiture récente qui pop, t'es là, ah, ok. Et puis tu vois un téléphone portable, t'es là, ok. J'étais là, oh mon dieu, mais oui, c'est vrai, c'est en 2016. Et en même temps, quand j'ai vu ce téléphone sortir, j'étais là, d'accord, ça m'a un petit peu réactualisé, ça m'a aidé en fait à réactualiser également le propos justement. C'est à la fois dérangeant de le voir pop-up dans cette scène, et à la fois je pense que ça aide aussi à t'ancrer dans le moment dans lequel t'es en train de le regarder aussi. Donc ça, je pense que c'est plutôt bien trouvé. Mais sinon dans son ensemble vraiment j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai aucune connaissance des dialogues et de leur code, mais s'ils sont comme ça, franchement, allez-y voir. On est loin sympa. de Ma sorcière bien aimée là pour le coup là. Ah bah on est même à l'opposé. D'ailleurs, fun fact, la maison de Trish, j'en croyais pas mes yeux, mais la maison de Trish, c'est la maison des sœurs Halliwell. Si je sais pas, ça veut dire quelque chose. C'est la question que je me suis posée parce que elle arrive de San Francisco aussi, qui est normalement la ville des sœurs Halliwell. Et ouais. Ah oui. Oui, c'est j'ai reconnu les escaliers, j'ai reconnu la fenêtre. J'étais là, non, ça peut pas être ça. Du coup, je suis allée revoir des photos de la maison pour m'en assurer, et effectivement, c'est la maison des sœurs Halliwell. Les films différents, j'ai pas reconnu le jardin, quoi. Mais ok. D'accord, c'est cool ça. Jerry Halliwell. Personne n'est capable de donner le nom de la série. Charmed. Ah voilà. Alors c'est Prue, Piper, Phoebe et Paige. Vous avez l'ange de lumière, c'est Léo. Stop. Coupez les Charmed là, non. Et personne ne parle du remake. Non, vaut mieux. Non, si tu veux pas que je m'énerve, s'il te plaît, ne parle pas de ce truc. Au final, ce qui est marrant pour revenir sur les sorcières, c'est que y a pas de fantastique. Il y a juste une petite chimiste qui essaye de faire des potions. Mais sinon, il y a pas, j'ai pas noté de choses, il y a de l'ésotérisme, mais il y a pas de fantastique. Elle a un charme fou, quand même. C'est-à-dire que d'un regard, elle détourne l'attention d'un mec et le fait venir. Elle est sublime. Et les gueules des mecs. Non, mais même moi, quand je l'ai vue, j'étais un petit peu émoustillée, je vous le cache pas, hein, Trish aussi, absolument... au début. Trish, oui, ouais, tout à fait. Trish, l'autre personnage, lui dit, qu'est-ce que vous êtes jolie, mais je suis pas comme ça, hein, je dis pas ça pour ça. Mais c'est même pas ce qu'elle dit, c'est la manière de le dire, sa posture, comment elle la regarde, vraiment, elle la bouffe des yeux, quoi, c'est incroyable. C'est clair qu'on a dit qu'il y avait quelques scènes,
quelques scènes de sexe, mais ça aurait pu être beaucoup bien pire parce qu'il y a des trucs, ça ressemble un peu à du porno. Souvent dans les dialogues, à un moment, je me souviens le commissaire, enfin le mec qui a été promu inspecteur, je sais pas quoi, qui parle à la fliquette. Ouais. Oh là là. Ah oui, ça fait en train de bien la regarder. Ah non, mais dès la première scène où elle se fait arrêter par le flic, j'ai pensé à une scène de porno direct. C'est génial. Mais il y a tout le fétichisme aussi d'Anna Biller qui est une fétichiste avérée, et on a tout le catalogue de la redoute des des gaines et des porte-jartelles. Les pages interdites. Voilà. La totale. Ce que je trouve quand même assez fou, je sais pas si ça n'a pas été mentionné, c'est dans l'univers qu'elle présente aussi, c'est le côté où c'est totalement acquis le fait que les sorcières sont là, qu'elles font partie de la société. T'as l'impression d'être dans Kiki la petite sorcière version adulte, en fait. C'est t'as un moment où elle leur regarde, quoi, c'est interdit d'être une sorcière? Ah non, j'ai pas dit ça, vous avez tout à fait le droit d'être là et de faire ce que vous faites. Tu fais d'accord, pourquoi pas. Oui, mais je pense que c'est pour ça justement qu'on n'a pas le droit à des grandes formules, à des incantations, à des choses comme ça. C'est juste que c'est totalement banalisé dans cet univers-là d'être une sorcière, quoi. C'est voilà, on dit il y a des sorcières comme il y a des homéopathes ou des guérisseurs ou des choses que... Oui, mais c'est pas vraiment des vraies sorcières au sens fantastique du terme. Et le mouvement Wiccan, il est quand même assez implanté aux États-Unis. C'est ça, ça parle de Wicca, donc c'est des personnes qui sont proches de la nature, qui se servent de l'énergie de la nature pour c'est New Age, qu'ils canalisent. Voilà, c'est plus ça que de la magie au sens strict, comme on l'entendrait dans un univers fantastique. Et alors, il y a un truc que j'ai noté aussi, c'est ils ont choisi des acteurs avec des gueules, mais après, je sais pas si c'est du maquillage ou quoi, mais ils ont des mâchoires, mais très années 60, quoi, très Kennedy. On a l'impression qu'ils le flic, c'est vraiment très masculin. Entre le flic et quoi. les gens dans le bar aussi, c'est incroyable. Le prof aussi, il est trop beau. Bon, le prof, il fait plus actuel. Mais je crois que l'archétype du prof n'a jamais évolué. On dirait Émeric Caron, le prof. Ah oui, Émeric Caron, voilà. C'est ça. D'où la scène avec le steak, là. Oui, voilà. Le steak salade. Oh la vache. Ah ouais. Moi, ce que je trouve vraiment fabuleuse, c'est l'actrice principale, Samantha Robinson. Ouais. Oh là là. Parce Robinson, oui. C'est fascinant si tu regardes son visage. En fait, bon, elle a toujours ce côté très affecté, très en surjeu de la femme parfaite qu'elle se joue dans sa tête. Mais elle a vraiment un visage qui est totalement dépourvu de rides d'expression, qui rend encore plus puissant cette façon de jouer toujours, enfin, qui déborde d'hypocrisie, parce que vraiment, son visage, c'est une page vierge sur laquelle elle fait juste que plaquer l'émotion qui sied au moment. Et ça, je trouve que ça donne cette étrangeté à son personnage qui est vraiment succulente. Ouais, une poupée un peu. Oui, non, mais thème qui revient souvent dans le giallo, d'ailleurs. C'est marrant parce qu'on la voit un petit peu dans Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. Elle joue la copine de Sharon Tate. C'est dommage, elle est sous-exploitée, à mon sens. Et je pense que ça participe. On parlait de Trish tout à l'heure. Qui est pas mal aussi. Et il y a une autre scène, du coup, où Trish s'immisce dans l'appartement d'Hélène et elle cherche, enfin, elle fouille un peu partout, elle devient Hélène, elle porte une perruque, elle cherche à se maquiller comme elle devient elle, comme si, voilà, Hélène devenait son idéal de femme, en quelque sorte. Donc c'est vraiment cette attraction qu'elle dégage sur tout le monde, quoi. Qui est inquiétante et malsaine, moi, je trouve. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé super érotique. Hein. Moi, elle me... Et puis, d'abord, c'est normal, puisque le film est pas tendre avec les garçons. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas un seul pour attraper l'autre. Et c'est bonne guerre. Bah c'est là que ça me gêne un petit peu. Enfin c'est la vision que je me fais du féminisme. Après ça reste mon avis, mais je pense qu'on n'a pas besoin de taper sur les garçons pour pouvoir faire avancer la cause des femmes. Et dans ce film, ben ils en prennent plein la tronche. Hein. Franchement, ils sont pas épargnés. Et du coup, ce qui fait que pour moi, ça amoindrit un petit peu cette émancipation à laquelle elle veut accéder. Je rejoins pas cet avis. Ok, les garçons sont pas trop à sauver, mais comme ils sont, je trouve, en second plan, et que bon, il y a plusieurs archétypes différents, je pense qu'on est plus sur la victime, enfin sur Hélène qui, elle, est une victime de son propre schéma de pensée, parce que elle est dans son modèle, mais je vois pas trop les autres, finalement, je les vois tellement secondairement que la figure des mecs me choque pas plus que ça, quoi.
Et puis même dans les personnages féminins, c'est vrai qu'il y a le personnage de Trish qui est le seul personnage à peu près normal du lot, même si elle aussi elle va devenir fascinée par Hélène, etc. Mais les autres personnages féminins qu'on voit, c'est d'autres membres de son clan de sorcières, qui est aussi clairement pas un endroit sain du tout, qui est clairement sous l'emprise d'un homme qui se sert de sa posture au sein de cette communauté pour obtenir des faveurs sexuelles et très clairement tu vois que Hélène elle est pas dupe de ça et qu'elle le déteste aussi, mais les femmes du coup qui sont dans ce clan-là, qui sont sous son emprise, sont pas non plus des influences positives. Et non, il y a juste ce personnage de Trish qui est un peu témoin, qui va un peu apporter une sorte de repère au sein du film, mais au final tout le monde est paumé et tout le monde a un truc qui va pas dans ce film. Une dernière phrase, une dernière idée. Les scènes au Puy du Fou. Oui, alors ouais, il y a un truc, les scènes au Puy du Fou, tu en parles, c'est vrai que moi il y a un truc que j'aime, que je trouve assez délicieux dans l'esthétique, c'est le côté kitsch, le côté un peu nanar presque. Et il y a un côté, il y a un moment, il y a une fête médiévale. C'est vrai que ça m'a rappelé les téléfilms de France 3 par moment. dans les costumes. Secret d'histoire. Ah non, plus ancien, tu vois, le Thierry Lafronde et compagnie, tu vois. Là, Gérard Lanvin en collant qui chante « Je suis le chevalier blanc ». Et puis il y a des moments, il y a une baston dans un bar, il file des coups de poing, mais pas vraiment. Enfin, il y a un côté nanar, il y a un côté très kitsch, et aussi dans l'esthétique que je l'ai trouvé assez délicieux, même si c'est vrai que bon, sur 2 heures, ça peut lasser un peu, mais oui, la scène médiévale, c'est délicieux. Ah, mais moi, la chanson, elle m'est restée dans la tête pendant 2 heures après. Elle est excellente, cette chanson, j'ai envie de la réécouter. Je l'ai présentement en tête, en fait, pendant que je vous écoute, c'est terrible. Je lui aurais juste une question. Ah, oui. Parce que vous êtes plusieurs à avoir parlé de son émancipation à la fin, mais... Est-ce que c'est vraiment une émancipation? Moi, je le vois pas comme ça. Moi, pour moi, elle part totalement dans le déni et dans le... Donc, j'aimerais juste que, votre point de vue là-dessus. C'est une version complètement renversée du baiser de Blanche-Neige, là. Le prince charmant, on va pas raconter, mais il y a quelque chose qui est complètement dévoyé, le conte dévoyé. Ça montre la bêtise du prince charmant, de la quête de l'amour. On va jusqu'au bout, même avec les costumes. Donc il y a une sorte de paroxysme de négation du conte de fées, du conte pour jeunes filles. Je pense qu'il y a une émancipation parce que, on le sait pas puisque le film se termine abruptement au bout de 2 heures, mais enfin, en tout cas, moi, c'est l'interprétation que j'en ai eue, c'est que elle est enfin libérée. Ouais, mais c'est à peu près ça, que je me suis dit aussi. Moi, je suis pas sûr. Moi, alors après, c'est presque spoilé, mais disons que le dernier amant est peut-être celui qui lui résiste et qui la met face à ses illusions, parce que lui, il a une pensée complètement opposée. On le voit dans une scène, il pense exactement le contraire d'elle. Et justement, quand il refuse de rentrer dans son jeu, ça la braque et elle est partagée entre son délire, son schéma de pensée avec ses prophéties et ses trucs, et ce mec-là qui refuse de rentrer dans le même schéma que les autres, et du coup, il y a un truc qui vrille. Alors, c'est une évolution de personnage, on peut le dire, si on veut, mais j'ai pas forcément pris ça pour une émancipation. Alors, on pourrait l'interpréter, peut-être que ça en est une, peut-être que ça l'est pas. Je pense qu'il y a débat sur la fin. Il y a quand même un tableau, il y a préméditation, il y a comme un tableau qui est fait. Mais je pense qu'elle s'approche, mais je pense qu'elle s'approche de l'émancipation, mais qu'elle ne l'atteint pas, en fait. C'est-à-dire que, vu le résultat de la fin, en fait, elle décide de se cantonner à ce qu'elle connaît. C'est une forme de sécurité quand on a peur de l'inconnu. Et cette émancipation, même si elle la veut, elle la connaît pas. Elle sait pas ce que c'est, elle sait pas ce que ça fait, elle sait pas comment elle réagirait, ni comment poursuivre sa vie par la suite. Et du coup, elle se cantonne à cette sécurité qu'elle connaît, c'est-à-dire être pas soumise, mais enchaînée un petit peu à cet amour que lui portent les hommes. Du coup, elle s'émancipe pas et elle reste dans le même schéma, quoi. C'est plus une émancipation symbolique, en fait, qui n'est pas forcément montrée. Enfin, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il y avait une prise de conscience des choses et qu'à partir de là, elle sait qu'elle a le choix. Elle choisit de faire un pas en arrière pour l'instant, mais elle a quand même cette conscience, donc elle a une partie de son esprit qui a quand même évolué sur ce point-là, et en tout cas qui s'est bien ouvert. Et je pense que ça joue un petit peu, évidemment qu'on va pas nous montrer un truc à la Thelma et Louise où elles vont aller jusqu'au bout de la libération totale, mais je pense que c'est plus la petite pierre à l'édifice, en fait, le fait de se dire que maintenant elle sait qu'elle a le choix, et elle sait aussi qu'il y a un autre futur qui est possible et qui n'est pas aussi dépendant que ce qu'elle imagine, et en cela, c'est une ouverture vers l'émancipation qu'elle choisira ou pas de faire. Sur le dernier plan, en tout cas, moi, ça me dit pas trop qu'elle choisira de le faire. Ouais.
Bah c'est bien, c'est la marque des films Ça qui font reste réfléchir, c'est chouette. Moi, ce que j'avais compris, c'est que ça échappait à son contrôle, puisque lui ne réagissait pas comme elle le voulait. Et du coup, voilà, elle revient au schéma habituel et finalement, elle va peut-être passer à un autre homme et reproduire le même schéma. Moi, je sais pas, je comprenais que voilà, ça allait continuer à nouveau et C'est 2 heures pour rien, alors c'est ça que tu es en train de me dire. Disons que moi j'ai l'impression que ce qui était accidentel avant ne l'est plus en réalité. Le deuxième va être beaucoup plus sanglant. Ah non. En tout cas, bon, que je me les amants plante meurent. complètement, je C'est ne pas un sais pas. spoiler, c'est dans le résumé. Les amants meurent tous. Et le deuxième va vous étonner. Pardon. le BuzzFeed du meurtre. On fait ce qu'on peut, hein. Cliquez et mettez 5 étoiles. En fait, c'est une bonne question. Je pense que je sais pas ce qu'en pensent les auditeurs, ceux qui nous écoutent. Bon, ceux qui ont vu le film, bon, si vous êtes sur Outbuster, il y a un mois gratuit. Voilà, on n'est pas sponsorisé, mais bon, allez-y, on ne sait jamais. Si vous avez vu The Love Witch, comment est-ce que vous interprétez ces 5 dernières minutes de film? Mettez-nous ça en commentaire de l'épisode. On aimerait bien savoir sur les réseaux. Twitter, Facebook, Instagram. Son prochain film, elle l'a annoncé sur Twitter, ça sera un autre film un peu dans la même esthétique, très Hammer, toujours gothique. Mais là, ça sera sur un psychopathe, donc ce sera pas la femme ce sera plus une victime là, pour le coup. Et ça sera peut-être plus conventionnel, j'en sais rien, mais ça, c'est intéressant. My New Bluebird Movie. En espérant qu'elle mette pas 10 ans à le faire comme oui, c'est vrai. l'espace entre ces 2 premiers longs métrages. C'est pas faux. Ah ben je sais pas pour vous, mais pour moi Hélène, moi je l'ai perçue dès les premières 10 minutes. J'étais là, mais la meuf c'est une psychopathe. c'est littéralement ce que je me suis dit. Elle me paraissait complètement perchée. Et puis c'est de la psychopathe inconsciente en plus, quoi, totalement enfermée dans son truc et qui se rend même pas compte qu'elle fait du mal. C'est ça. Ouais. Mais c'est marrant. Non, c'est sympa. Ah bah ça peut remplir un bon film. Ah bah oui. Ah, on passe un bon moment en tout cas. Oui. Ah oui, non mais ça toujours. Enfin moi de toute façon je te dis, devant ce genre d'esthétique et ce genre de thématique, je suis souvent conquis. Donc oui, ça marche très très bien. Moi ce que j'ai trouvé pour les 3 films, c'est que il y a une sincérité, il y a une volonté de bien faire. On se trompe justement, peut-être, mais on va parler des 3 films maintenant. Ah pardon. Parce que visiblement, dans l'ensemble, ça a plutôt bien passé, The Love Witch. Mais justement, qu'en est-il de Outbuster en général? C'est le moment du verdict. On a regardé du Outbusters, on en a mangé pendant une semaine. Bon, on n'a pas usé complètement l'offre d'essai d'un mois. On a encore un peu de marge. Après ces 3 films, et peut-être d'autres films que vous avez vus, on en parle. Est-ce qu'on garde Outbuster ou est-ce qu'on passe à autre chose? Winnie, tu étais lancé. Vas-y, je t'en prie. Alors, je pense que je vais en faire le tour. Je sais pas si je vais en faire le tour rapidement. Vous avez vu combien il y a de films là-dessus? Moi, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai commencé Super, une espèce de super-héros. Bon, c'est du Kick-Ass, effectivement. C'est mieux que Kick-Ass, hein. Ouais. Pour connaître plutôt bien le travail pour connaître bien le travail de Matthew Vaughn, j'étais ravi de savoir qu'il était sur cette plateforme. C'est vachement bien, super. Hein. Après, c'est justement la seule différence avec Kick-Ass, c'est que Kick-Ass, ça te fait croire que c'est ordurier, mais en réalité, c'est juste vulgaire dans le dialogue. Super va te mettre face à des problématiques très particulières. Et tant mieux. Et j'ai commencé aussi, et là je suis impatient de continuer, The Odd Family Zombie on Sale, parce que j'aime bien les films de zombies, et alors les Coréens quand même, super quoi. Non mais puis c'est drôle, c'est bien filmé, c'est joli comme tout, et puis c'est cartoon. Moi je vais peut-être me mettre au film coréen, grâce à vous entre autres, et puis grâce à Outbuster. Parce que c'est pas toujours facile de les choper, les bons films coréens. Viens demander. Bah oui. Viens demander, je t'envoie ce que tu veux. Je sais. Le trafic. Ah, quand c'est pour la Corée, toujours. Ben justement, si vous voulez voir des films coréens légalement, à Outbuster, il y a une belle sélection quand même. Voilà. Belle sélection. Et juste pour te répondre sur le nombre de films, lors de l'étude de cas, le 15 février 2019, j'avais dénombré 119 films dans le catalogue. Sachant qu'ils ont des nouveaux films qui arrivent assez régulièrement, mais sachant qu'il y a aussi des films qui partent assez régulièrement, ça pour moi c'est le gros point noir de la plateforme, c'est qu'ils ne préviennent pas. Mais on doit être à peu près dans ces eaux-là, entre 120 et on va dire maximum 150. Alors là, je viens d'aller sur tous les films, j'ai regardé, ça va un peu moins de 100 quand on fait tous les films. Ah oui, donc ils ont plus perdu que rentré dernièrement. Alors peut-être qu'il n'y a pas tous les films dans tous les films, ce qui serait bizarre. C'est une catégorie tous les films.
Attends, non, je dis une bêtise. J'ai dit une bêtise, il faut multiplier par 2. Non, c'est ça, on est autour de 170 films, à peu près 180. Donc quand même, non, on est dans ces eaux-là. Non. Puis il y a les petits classiques aussi. J'ai oublié de aussi. multiplier par 2. Non, parce que je comptais une colonne, je comptais pas la deuxième. Non, on est autour de 180 films. Non, mais c'est bien. Ils sont remplumés un peu en film, pour mon plus grand bonheur. Et puis il y a un soin sur l'éditorial tout autour, qui est pas mal, qui donne envie. C'est original, c'est frais. C'est tellement impossible de choisir un film à regarder, tellement... Ouais, c'est clair, c'est ce que tu dis. Ne serait-ce que le fait qu'ils mettent les petites notations Sens Critique à côté des films, avec les petits drapeaux, la petite phrase d'accroche, ils te mettent 3 extraits de critiques différentes, ça donne envie, tu sens que c'est des mecs qui sont ça donne passionnés très par ce qu'ils envie, font, quoi. Ils sont très doués pour donner envie de mater des films, c'est clair. Par contre, pour aider, ils ont un algorithme, alors selon leur com que même Netflix leur envie, c'est le hasard, c'est-à-dire que ils ont un truc, tu cliques, te file des films au hasard, et voilà. Ah, la petite lampe où il faut frotter. Oui, alors, moi, ça me sort toujours les six mêmes, hein, donc je... Oui, c'est ça, je sais pas comment ils se débrouillent, leur hasard, il y a un petit souci. C'est cible les lilas. Mais j'ai déjà vu. Justement, en fait, ils partent du principe que tu veux juste les remater. Hey Lila, vous vous rappelez de ça? Oui. C'est ça, je vais recliquer, c'est toujours les mêmes, hein, c'est ça. Tu me diras, j'ai revu The Low Witch une 3e fois, donc c'est pour jamais. Il sera dans tes suggestions demain. Lila, est-ce que tu es toujours sur Outbuster, toi? Alors, je sais pas si je dois dire oui ou non, parce que j'ai eu un petit souci, et du coup, j'ai refait un compte, j'ai refait un mois gratuit. Mais en tout cas, c'est une plateforme, enfin, moi, c'est la plateforme de cinéma indépendant français que je soutiens, dont le catalogue m'intéresse. Je trouve que vraiment, ils font un super travail pour aller chercher des films qui vont souvent repérer dans mes festivals favoris, donc les Franches Festivals, le FFCP, ça. Des films qui sont des films, faut quand même le dire, de niche. Ils savent qu'ils vont pas chercher un gros public, mais ils font quand même l'effort d'aller chercher ces films, même sachant que c'est pour quelques pelés comme nous, mais je les aime tellement pour ça, et notamment en cinéma asiatique. Moi, c'est quand même mon truc. Ils ont certains réalisateurs que on a vu une fois au FFCP qui ont fait une pépite, et c'est tout. Mais Outbuster les met en avant, et ça, je trouve ça vraiment très très... Enfin, ça me fait vraiment plaisir qu'Outbuster existe. Gabin? C'est vrai que pour moi, c'est une plateforme qui est très intéressante parce que ça permet de découvrir des films qui sont rares. Comme l'a dit Lila, c'est des films de festivals, souvent de niche, donc on a peu l'opportunité de voir au cinéma, qui peinent à trouver une distribution derrière. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'exemple de films que j'irai voir dans ces festivals-là. L'Étrange aussi, le festival du film coréen, je l'ai jamais fait, mais je me dis... mince, j'aurais dû le faire. Donc voilà, c'est vraiment l'exemple du catalogue où tout me donne envie, effectivement, on l'a dit, à chaque fois, il y a les critiques, les petites phrases d'accroche, tout me donne envie, mais voilà, est-ce que j'aurai le temps de tout regarder? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai bien envie de continuer et de rester sur la plateforme, puisqu'il y a des choses qui ont l'air complètement frappées, comme Poltergeist. Je me dis, bon, pourquoi pas. Il y avait Turbo Kid que j'avais beaucoup aimé à l'Étrange Festival, qui était très sympathique. Après, voilà, ce qui me pose peut-être plus problème, c'est de savoir quand le catalogue se renouvelle, à quelle fréquence. Effectivement, si des films s'en vont et qu'on n'est pas prévenu, c'est un peu plus problématique. Donc il faudrait peut-être un peu plus de clarté là-dessus. Mais autrement, moi, ça me donne vraiment envie de rester. Ouais, après moi je sais pas, les films les plus récents que j'ai trouvés c'était 2018. Alors après j'imagine que le temps qu'ils sortent chez eux, qu'ils trouvent pas de distributeur et qu'ils finissent à pas arriver finalement sur Outbuster, il a dû se passer du temps, donc bon voilà. C'est la chronologie. Pour des festoches, tout ça. Bon. Ah non mais là il y a pas, comme ils sortent pas au cinéma, il y a pas la chronologie. Exactement, c'était une blague. Chers amis de l'équipe, est-ce que vous allez prolonger votre abonnement Outbuster? Marwan, es-tu là? L'esprit de Marwan. Oui, je suis là. Pour le coup, en fait, là, j'ai vraiment été au strict minimum parce que je commence on va dire, à être abonné à beaucoup trop de supports qu'on fait ce format. Je commence à avoir tu sais que tu peux te désabonner à la fin des périodes d'essai quand même. Mais il oublie la flemme. Non, je sais très bien. Mais en gros, t'as Mubi d'un côté qui sort un film tous les jours. T'as e-cinéma, il y a encore 2-3 films. T'as Shadows qui est encore là. T'as Cinet. Non, mais c'est bon, là, j'en peux plus. Donc là, puis on commence à être déconfiné, on peut sortir, tout ça. Ouais. Ah oui, voilà. Pour le coup, les cinémas sont
pas prêts d'ouvrir encore. Par contre, les cinoches sont pas prêts d'ouvrir, donc on a encore besoin des plateformes. C'est ça, mais ça fait beaucoup trop de films, donc j'ai pas pris le temps parce que il y en a trop qui sont sur ma liste déjà de ce qu'on a pu faire, et donc j'ai pas grand chose à dire. Mais ça t'a pas convaincu de rester sur Outbuster? Je reviendrai quand j'aurai fait le tour ailleurs. Waouh, ok. Dans d'autres contrées. Thomas, s'il te plaît, mets le semble de Marwan qui se casse. C'est bon, je me casse. Hein. Honteux, Marwan, honteux. Yassa. Ah, moi, je vais rester carrément. Franchement, c'est jusqu'à présent, je crois que c'est l'une des plateformes qui m'a le plus séduite. Comme disait Gabin et puis les autres, franchement, les petites descriptions, les petits résumés des films, déjà, ça donne vachement envie. Et même l'esthétique du site, je trouve ça assez agréable. On navigue assez bien. Puis le catalogue est suffisamment fourni pour moi, en tout cas, pour que j'ai de quoi explorer. Donc ouais, je vais rester. Ça, c'est des belles paroles. Et toi, Thierry? Ça, c'est des très belles paroles. Alors, avec sa voix de lover et tout. Des très belles paroles. Bon, moi, comme du coup, pas mal de monde le sait, enfin ceux avec qui j'ai pu en discuter, je suis inscrit, mais sur un terme un peu plus long. J'ai pas pris le mois d'essai, j'ai refusé de le prendre. Je me suis dit non, quitte à leur filer des sous, je vais leur filer des sous. Donc j'ai pris 3 mois pour l'instant parce qu'ils proposent des offres par 3, par 6, par 1 an. Donc là j'ai pris une offre 3 mois, le temps de voir si j'arrivais à faire le tour de la plateforme. Sinon je reprendrai encore 3 mois. Et s'ils se renouvellent d'ici là, je continuerai à reprendre. J'ai vraiment l'intention d'en mater beaucoup. J'en ai maté 9 pour l'instant, donc c'est quand même pas mal. Et ouais, non, c'est vraiment beaucoup trop chouette comme plateforme. En plus, voilà, on connaît mon amour pour le cinéma asiatique et mon autre amour, c'est le cinéma de genre. Là, je pense que niveau cœur de cible, la plateforme pourrait s'appeler pour Thierry, que ça serait pareil. Donc, j'ai dit à partir de là. T'as pas vu, c'était marqué en dessous du. Non, ça c'est la capture d'écran que tu m'as envoyée avec un cœur, Marwan. Ça compte pas. Je sais que t'as fait ton possible. Mais non, ouais, non, c'est beaucoup trop bien pour passer à côté. Et enfin, je vais revenir sur ce que disait Winnie tout à l'heure, ce que t'avais évoqué quand tu parlais des 3 films et que tu disais que surtout ce que t'avais ressenti et le point commun, c'était la sincérité. Sur tous les films que j'ai vus là, j'ai pas vu que des chefs-d'œuvre. J'ai vu des trucs même qui m'ont, pour la plupart, un peu déçu. Mais à chaque fois, la démarche était audacieuse, il y avait une sincérité et il y avait une envie de faire du cinéma qui se dégageait que je vois plus beaucoup moi dans le cinéma moderne tel qu'on le bouffe en salle à longueur de temps. Non, Daddy Boone c'est autre chose, tu sais, attends, le mec il fait de la muscu pour tourner dans Red Dag, ça se respecte. Et tanké le bonhomme. Okay. Donc voilà, c'est des films que je meurs d'envie de voir en festival, c'est des films que je veux défendre, même si je les aime pas, je les conseillerais, même si je les aime pas intégralement, je les conseillerais quand même pour ceux qui ont envie de voir du cinéma bis, parce que c'est pas du mauvais cinéma, et au contraire, et on a trop tendance à l'oublier. Et il va être content. Et il va être très content. C'est plutôt cool. Ouais. Alors moi je sais pas, moi je vais quand même j'hésitais, au départ quand je suis tombé sur le film coréen qu'on a vu justement sur Enemy at the Den, je me dis mince, si c'est que des trucs comme ça, je vais peut-être pas continuer même au-delà de la semaine. Je vais quand même prolonger mon mois jusqu'au bout parce que finalement il y a des trucs très sympas qu'on a vu à côté, il y a des trucs qui me font envie, même si ça a l'air très nanardesque. C'est quand même, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que Outbuster, c'est très très proche de e-cinéma dont on a parlé, mais je trouve qu'ils mettent encore mieux en avant les films. C'est vrai que ça donne envie, et puis c'est un peu plus déjanté que e-cinéma.com qui veut se jouer plus sérieux, j'ai l'impression. Il y a ce côté-là. Là, il y a un côté, c'est déjanté, ça donne envie, il y a des petites couleurs, ça s'agite un peu, il y a des résumés comme tu l'as dit, il y a des tags aussi. Parce qu'il y a les catégories principales, mais aussi il y a des tags, tu vois, qui sont encore un peu plus spécifiques. Et puis c'est quand même c'est quand même une plateforme qui me donne envie de regarder un truc qui s'appelle Velocipastor, quand même. Donc ouais, alors moi je sais pas comment vous avez trouvé le lecteur, les applis et tout. Ça marchait plutôt bien. Il y a juste un truc avec le son, ça m'a saoulé. Enfin, c'est très énervant cette histoire de son qui s'active pas quand on active le film ou qui. Par contre, les bandes annonces elles marchent. Enfin, c'est le petit truc qui m'a irrité, mais bon, c'est j'ai jamais eu de problème de son. Ouais, c'est marrant, le navigateur de ma télé, il a pas eu de problème, c'est ça qui est... Et moi sur mon ordinateur, il lançait le film, mais en silencieux, voilà. Et puis pour le mettre à 100%, tu sais, tu montes, donc il monte, et puis une fois que t'as passé le 100, il redescend, donc il faut t'arrêter pile sur le 100, sinon il se met pas à 100%. Faut mettre à jour ton Firefox, hein, dis donc. Mais c'est à jour. C'est Internet Explorer. Bon, visiblement c'est plutôt positif pour Outbuster, c'est l'heure des recos. C'est le moment de recommander quelque chose de sympa qu'on a vu dans la semaine. Maximum une reco sur la plateforme Outbuster dont on a parlé et ou sur autre chose, une autre plateforme. Ça peut être un film, ça peut être un livre, un jeu vidéo, tout ce que vous voulez. Un club de striptease par exemple, non ?
Ça peut être un club de striptease. Oui, oui. C'est pas très si vous avez l'adresse cold-friendly. du club de striptease de Love Witch, ça nous intéresse, n'est-ce pas, Winnie? Ah oui. Qui commence les recos? Honneur aux invités. Lila, quels sont tes recos? Ah, mais c'est très 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 difficile de n'en choisir Eh qu'un. oui, c'est ma torture préférée. Moi, mais il faut quand même savoir qu'il y a un de mes films préférés de tous les temps qui est sur la plateforme. Donc je suis obligée de le choisir, même si c'est pas forcément celui que j'ai le plus envie de mettre en valeur, parce que c'est pas forcément le moins connu. Mais il y a Why Don't You Play in Hell de Sonotion. C'est d'ailleurs pas le seul film de Sonotion de la plateforme. Donc Sonotion, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un réalisateur japonais qui est connu pour ses films assez déjantés, qui ont une énergie folle. Et Why Don't You Play in Hell, alors Sonotion a travaillé dans beaucoup de genres différents, du drame à la comédie, etc. Why Don't You Play in Hell, c'est la quintessence de l'action comédie par Sonotion, avec des références à Kill Bill qui vont quand même parler. On est dans un cinéma qui est pas cryptique ou quoi que ce soit. Hein. Là, très clairement, on est juste là parti pour 2 heures de fun et à suivre un réalisateur raté qui décide pour faire un film de suivre une vraie guerre entre Yakuza. Sauf que, bien sûr, ces Yakuza sont complètement barrés et de fil en aiguille, on va avoir une des plus belles scènes de baston que j'ai vues depuis toujours. Magnifique. Et est-ce que tu as une reco hors de la plateforme? Mince, il faudrait que je regarde un petit peu ce qu'il y a en ce moment sur Mubi. Il y a beaucoup de choses bien, mais qui durent pas assez longtemps. Mais malheureusement, tout ce que j'ai vu de très bien n'est plus sur la plateforme, donc ça ne me servira peut-être pas trop. Ah Tant si, pis. tiens, je vois qu'il y a... Ah. Attends, elle est diffusée quand l'émission? Ce samedi, elle sera diffusée le samedi 23 mai 2020. Très bien. Si vous vous dépêchez, vous pourrez encore attraper Sans Soleil de Chris Marker sur Mubi. Voilà. Que je ne vais pas prendre la peine de pitcher pour le coup, parce que c'est un film... surtout documentaire, un peu à part, mais voilà, que je conseille, qui est sur Mubi. Ce sera ma reco hors Buster. Ok, merci Lila. Gabin, quels sont tes recos? Alors je tiens à souligner que Canal+ vante le plus grand cinéma et parmi sa collection il y a Ibiza avec Christian Clavier et Mathilde Seigné, donc je pense que c'est un immanquable. Voilà. Est-ce que tu l'as vu, Gabin? C'est assez grand pour avoir ça, quoi. Mais voilà, j'ai très envie du coup maintenant, évidemment. Est-ce que tu penses que c'est aussi bien que du Cobu 3? C'est l'heure de sortir les deux. Oui, là je peux le recommander aussi parce qu'il est sorti en VOD. Et vous aussi, vous pouvez vous infliger ce que Thierry et moi on a subi au cinéma le jour de la Saint-Valentin. Alors déjà, Thierry et moi, on n'était pas en amoureux, je tiens à le signaler, mais... je ne juge pas. Voilà, on aurait tellement dû, en fait, ça nous aurait fait ignorer ce film. Que des couples d'ados qui n'en pouvaient plus non plus. Tout le monde est parti, en fait, à part la famille chiante qui avait à côté de nous. Donc voilà, passé ce point complètement anecdotique, moi j'ai plutôt envie de recommander Wendy de Ben Zeitlin, même s'il n'est toujours pas disponible légalement en France, puisque tout le monde s'en fout de ce film en France, vraisemblablement. Donc c'est le nouveau film du réalisateur des Bêtes du Sud Sauvage, qui est une relecture assez naturaliste de Peter Pan, qui m'a littéralement happé, pour moi, là, de ce qu'on a pu voir cette année, c'est ce que j'ai vu de mieux, même si le film s'est un peu fait massacrer aux États-Unis, ce que je ne comprends pas trop. J'ai pas trop envie d'en parler dans les détails parce que c'est vraiment un film à découvrir pour moi, mais c'est somptueux dès les premières minutes, que ce soit dans la photographie, le montage, la musique. Et en fait, c'est vraiment un casting de jeunes enfants et les enfants sont extraordinaires. Pour une fois, on a des enfants qui savent jouer correctement. Pas comme dans du Cobu 3, meilleure comparaison. Mais voilà, Wendy, pour moi, c'est l'un des meilleurs films de l'année. Déjà. Merci. Avec plaisir. Winnie, est-ce qu'il y a un film sur la plateforme que tu nous recommanderais? Oui. C'est un film qui a failli se faire appeler Impale Rectum. Vous voyez un peu? C'est un film de métalleux finlandais qui vont vers c'est un classique road trip, mais ils ont des vraies têtes de vainqueurs et ça a l'air très très drôle. C'est 2018 et j'ai commencé, moi je suis plutôt client. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Heavy Trip. Oui, ça s'appelle pas Rectum empalé, hein, finalement. Ça aurait dû s'appeler Impale Rectum, hein, quand même. Ouais, et c'est quand même pas mal, franchement sympa. Et donc j'ai une dernière reco, c'est une série, un vrai coup de cœur sur OCS, vraiment un mélange de... c'est peut-être un peu fou ce que je veux dire, mais c'est un mélange de Dexter et de Mr Bean. Ça s'appelle Barry, il y a 2 saisons. C'est l'histoire d'un
d'un tueur à gages, ancien militaire, qui découvre le théâtre. Et c'est une satire des deux milieux, avec un côté, c'est humoristique mais dramatique. Enfin, c'est un super mélange. Ça s'appelle tout simplement Barry. Voilà. Ah, c'est très bien. Barry comme le prénom, du coup. Exactement. Franchement, c'est Okay. c'est jouissif. Et c'est jubilatoire, mon cher Thomas. Ah, jubilatoire. Très C'est bien. sur l'affiche. Ça sera sur le festival du film jubilatoire. Formidable. Il y a ça, à toi? Alors, moi sur la plateforme, j'ai vu jusqu'à présent 2 films, et celui que j'ai préféré, c'est Therapy for a Vampire, qui est un film autrichien, et on a un vampire qui est comte de sa profession et qui va aller en thérapie, qui va suivre une thérapie chez non moins que Freud. Et en fait, voilà, il a des problèmes avec sa femme parce que sa femme n'arrive pas à voir son reflet, donc il doit tous les soirs ou tous les jours lui dire qu'elle est belle, etc. Et puis il finit par l'intermédiaire de Freud de rencontrer un peintre. Il entend parler d'un peintre, et justement il envoie sa femme chez ce peintre pour qu'il puisse peindre son portrait. Et en fait, c'est un film qui est à la fois gothique, drôle et touchant. Et il y a plein de petites histoires qui sous-tendent l'intrigue principale. Et franchement, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. J'étais totalement investie dans l'histoire. Les personnages sont très attachants. Allez voir. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir Therapy for a Vampire, faut le voir, il est génial. Pour la reco hors Outbuster, là j'ai recommencé à voir une série de la BBC qui date de 2004 qui s'appelle Hustle. Et le titre je tiens à parler du titre en français parce que c'est magique, ça s'appelle Les Arnaqueurs VIP. Je sais pas si vous connaissez. Le mec avait la flemme là. Mais ouais. Et en fait, je suis retombée dessus en lisant un article, il y avait une référence et puis ça m'a rappelé ça. Et ça m'a donné envie de la revoir parce que j'avais vu qu'une seule saison qui était passée sur M6, si je dis pas de bêtises, il y a très très longtemps. Il y a des décennies de cela. Et du coup, alors très difficile à trouver par contre. J'ai un petit peu galéré, mais je prends un plaisir monstre à me retaper ça. C'est des gens, voilà, qui sont arnaqueurs de leur métier également. Pour l'époque, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est génial, c'est qu'il fige une partie de l'image et puis il brise les protagonistes brisent le 4e mur et donc s'adressent aux spectateurs. Et je trouve ça hyper bien fait pour l'époque. Je m'en souvenais pas. Mais en le revoyant là, maintenant, je trouve ça génial. Et donc, je prends un plaisir fou à dévorer ces petites intrigues, ces petites arnaques, un petit peu de haut vol et un petit peu aussi téléfilm, parce que voilà, ça reste une série BBC, mais qui a bien marché quand même. Voilà. Merci, il y a ça. Marwan? Alors, pour Adbuster, j'ai pas eu la curiosité d'aller plus loin. Et Thierry va me dire que c'est pas bien, mais je l'entends. Mais moi aussi, je vais te le dire. Généralement, non, c'est pas gentil. Pas tous le dire. Généralement, j'ai découvert tardivement le portrait d'une jeune fille en feu que j'ai trouvé assez extraordinaire dans son propos, dans sa retenue, dans la richesse du regard, du travail sur le regard. C'est vraiment fabuleux et puis le César de la photographie est entièrement mérité. Donc que je conseille à celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film d'aller le voir. Et nous vous rappelons parce que qu'il c'est y a un vraiment- merveilleux épisode de Claque à ce sujet qui a été enregistré sans Marwan. Donc si vous voulez entendre des choses sur ce film sans la voix de Marwan, qui peut-être vous importune, l'épisode est en description. Oh non, Ah, c'est c'est sûr. méchant. Oh là là. Ça t'apprendra, tu vas dire du mal d'Hotbuster. Mais j'ai pas dit Bref, du mal, le mais lien en je description, dis que- tout ça. Je vois qu'il y a de l'ambiance, Voilà. chez Claque. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est les familles, tu sais. On s'aime, on se déteste en même temps. C'est la famille, quoi. C'est ça. Tu vas revenir. C'est la famille, comme on aurait dit dans Fast and Furious si on était Ne allé le le dis voir pas, cette ne le dis semaine. pas. Comme on dira dans 1 an et 2 mois. Il a du bon le confinement finalement. Qui est notre Vin Diesel à nous, Thierry? Quels sont tes recos? Non, ça y est, on a pas le choix, Vin Diesel. Ah, c'est sublime. Faut pas avoir du talent, Franck j'espère en avoir plus que lui, quoi. Je vais un peu, alors quoique Marwan, c'est vrai qu'avec Portrait de la jeune fille en feu, on est quand même dans un registre qui est un petit peu moins joyeux que le registre de Hotbuster, parce que sur Hotbuster, c'était compliqué de vous trouver un truc conseillé, enfin en tout cas que j'ai adoré de bout en bout pour pouvoir dire ça, je vais en parler. Winnie, je te rejoins pas mal sur Heavy Trip d'ailleurs, qui est quand même très très sympa, même si je l'ai pas adoré non plus. Mais pour ceux qui aiment bien Deathgasm, c'est sympa. Et pour ceux qui aiment bien le métal en général, c'est assez fun. J'ai failli vous conseiller Goran, qui est un film croate
qui fait un peu penser à Headhunters dans le cheminement, avec tout à coup un événement perturbateur qui débarque et on part dans une spirale de violence qui est assez folle. Mais aujourd'hui, du coup, j'ai regardé un film qui m'a conquis, même si c'est pas le terme vu le sujet, c'était quand même très compliqué à regarder et j'ai souvent détourné le regard. C'est A Young Man with High Potential. Donc, c'est très difficile d'expliquer. C'est un film allemand, en fait, qui va parler des déséquilibrés sociaux, dans le sens où le personnage principal en fait est un informaticien très brillant dans ce qu'il fait, qui écrit des thèses, qui écrit des choses, voilà, qui est très considéré dans son milieu, mais qui a une phobie sociale totale parce qu'il est totalement enfermé dans son ordi. Alors c'est le cliché du geek sans faire le gros dégueu non plus, et qui en fait on lui demande de faire un projet avec quelqu'un. Il y a une jeune fille qui lui plaît énormément, qui lui propose de faire ce projet avec lui, qui elle est plus jeune, elle est plus libérée, et elle est juste beaucoup plus avenante que lui et plus détendue face à lui. Il va prendre ça initialement pour des avances, elle va se refuser à lui, il va avoir du mal à gérer ça et il va aller très loin, malheureusement dans son délire, avant de regretter, mais ce sera beaucoup trop tard. Ouais, enfin ça montre voilà aussi des psychopathes. C'est clairement un délire de psychopathe. Je vais pas dire jusqu'où il va parce que c'est vraiment très particulier, mais ça va dans deux extrêmes, voilà, dont je vais pas parler, tout en accusant justement les caractères des mecs, parce que le gars est totalement pressurisé par ses potes qui lui fait ouais faut que tu la baises, ça te parle de ça te parle du fait que les mecs au bout d'un moment ils pourraient aussi communiquer, mais ça te parle aussi de la société qui t'enferme et du fait que les écrans c'est pas vraiment tes copains quoi. Voilà, donc ça je vous le conseille, ça dure 1h30, c'est vraiment très violent, donc allez-y, préparez, vous allez pas sortir de là avec le sourire, mais c'est une belle expérience. Avec vos enfants. Les écrans, c'est pas votre copain, on est bien sur l'émission de Cinoche, voilà, bonjour à tous, on vous dit de regarder des films sur ordi, tout va bien. Et la deuxième, alors on va rester dans le ton mais c'est plus léger, c'est un film de 1974 réalisé par Bob Fosse qui s'appelle Lenny. Et c'est un biopic sur le comédien Lenny Bruce, qui est en fait le mec qui, indirectement, puisque ça s'est passé bien plus tard, a créé le stand-up dans les années 50. Donc c'était un gars qui faisait initialement du comique de situation, il était pas très talentueux, il faisait des imitations, c'était dégueulasse, et en fait ça l'a énervé un jour, il a commencé à insulter son public, ça a marché. Du coup, il s'est politisé à mort et c'est devenu un gars qui a été souvent incarcéré parce que justement, il avait des propos beaucoup trop orduriers pour l'Amérique des années 50. C'est un film assez puissant, c'est en noir et blanc. En fait, pour moi, c'est le Raging Bull de Bob Fosse. Ça a été tourné 6 ans avant du coup, mais ça suit vraiment ce côté noir et blanc avec une caméra très portée à l'épaule qui va te montrer l'humain jusqu'au bout, qui est totalement décharné, totalement décentré. Et il y a Dustin Hoffman qui joue le rôle principal, qui fait beaucoup penser à Al Pacino jeune dans la nervosité et dans le jeu. Il est assez méconnaissable et moi je connaissais Lenny Bruce de nom et ça m'a donné vraiment envie de m'intéresser aussi à ce mec parce qu'il a l'air d'avoir justement il a apporté une vague libertaire dans les États-Unis et en gros même on considère que indirectement il a plus ou moins généré le mouvement hippie en fait par son côté revendicateur et contestataire. Donc sans être l'instigateur, il a plus ou moins amené le truc. Donc c'est intéressant, voilà. Donc ça s'appelle Lenny. Et vu que généralement je conseille toujours des trucs qui sont pas forcément trouvables facilement, je suis allé voir sur Just Watch et il est disponible donc en pay to view sur Apple du coup. Voilà. Ouais, je sais. C'est mon tour vite fait. À toi. Alors vous vous souvenez, on a parlé des épisodes sur le festival du film coréen, alors celui de 2019, il y avait un film de clôture qui s'appelait The House of Us. Voilà, de la réalisatrice Yoon Ga-yoon. Ou Yoon-gun. J'ai pas entendu le titre. The House of Us, c'était le film de clôture du festival du film coréen l'an dernier. C'était son second long métrage. Eh bien, sachez que son premier long métrage, The World of Us, oui, il y a de l'originalité dans les titres, est présent sur Outbuster. Et je l'ai vu et j'ai encore pleuré. Voilà. C'est encore des histoires de petites filles. C'est filmé à hauteur d'enfant. Vas-y, rappelle-moi bien là que j'étais enfermé derrière mon comptoir pendant que Monsieur Thomas faisait The House of Us. Ouais. Ben oui, écoute, il y en a qui bossent, monsieur. T'étais pas loin en plus. En plus, voilà, avec la salle de cinéma, c'est qui est collé à ma galerie, quoi. Le truc affreux. C'est fou. Eh ben ouais, c'était encore touchant. C'était c'est un peu plus méchant parce que là, on est des enfants un peu plus grands. Dans The House of Us, elles avaient à peu près entre 10 et 4 ans, 6 ans. Enfin, c'était plus. Il y avait un panel d'âge là. Dans The World of Us, celui qui est présent sur Outbuster, ce sont des petites filles de 10 ans, c'est un summer, alors on suit une petite fille qui a pas d'amis à l'école, et puis il y a une nouvelle dans la classe, donc elles sont copines pendant les vacances, et puis dès qu'elles reviennent en classe, la copine va se tourner vers le groupe, la bande des filles cool, qui sont des vraies pestes, mais vraiment, des sales garces, quoi.
Et c'est à la fois c'est touchant, c'est mignon, puis c'est triste et tout, parce qu'on est pris avec cette petite dans les émotions de cette petite fille. C'est très subtil. Pareil, tu parlais tout à l'heure, je crois que c'était Lila, je sais plus qui c'est qui parlait d'un film ou avec quelqu'un qui sait diriger les enfants. C'était moi. Eh ben Gabin, voilà. Ben là c'est pareil. Là c'est du vrai quoi. Il y a une direction dans les enfants. Sa hauteur, on est pris dedans, complètement absorbé. Je me suis régalé une fois de plus avec ce film. Et merci beaucoup Thomas parce que c'était mon choix numéro 2 sur la plateforme, donc je suis très contente que... Si tu l'avais pris, j'aurais été embêté parce que c'était mon seul choix. Je crois que je vais rester sur Outbuster, parce on que... est très très loin de Velocipastor. Oui, voilà, ouais. C'est bien de redresser un peu la barre. C'était les recos. Merci à tous de ces magnifiques recos, chers invités. Où peut-on vous retrouver après l'émission? Lila, où peut-on te retrouver après l'émission? Où on peut me retrouver? Déjà, on peut me retrouver sur Twitter. Vous verrez certainement en lien, en tag. Enfin, je ne sais pas, par les moyens de communication propres au podcast. On mettra les refs en description. Voilà. Sinon, on peut me retrouver au podcast La Troisième Rangée, si un jour on reprend du service avec la réouverture des salles, et sur istasia.fr pour parler de cinéma asiatique. Vive Istasia. Oui. Gabin. Ah oui. Pareil, vous pouvez me retrouver sur Twitter ou bien sur Cinématrack et Silence Moteur Action. Winnie? Alors, donc là, il y a beaucoup de choses, donc je ne vais pas tous vous les faire. Il y a le podcast de Dany, qui parle de podcast, mais pas que, parce que je fais des expériences sur le podcast. Et avec un ami podcasteur, on va bientôt créer et on recrute des gens. Donc, je pirate l'émission pour recruter des podcasteurs ou des chroniqueurs. On va créer une sorte de label, de plateforme pop, culture pop, qui va s'appeler Galaxy Pop. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire des podcasts pop et s'ils veulent mais venir, pourquoi pas. Voilà, donc il y aura Zombie or Not Zombie, il y aura Humanoïde Hurlant, il y aura Zik en série, il y aura les podcasts de Plopcast, le label de David Gégère, et voilà, s'il y a des gens qui veulent faire sur la culture pop, ils sont les bienvenus dans la description. On est très très cher. Hein. Nice. Ah oui, non, par contre, c'est du natif. Il faut nous payer l'apéro, nous, sinon... Ah ça, il n'y a pas de problème. Au prochain apéro de quelle association, tu sais. Merci, chers invités, et merci Lila. Merci à vous. Merci Gab, merci Gabin. Merci à vous. Désolé, Nikos ne s'est pas pointé, peut-être pour une autre fois. Et merci Winnie. Eh ben de rien, c'était un plaisir. Et on a fait tout ça sans pause, je précise pour nos auditeurs. Ça se sent sur la fin, non? Ah oui, complètement, j'ai la gorge sèche. ça se sent à chaque émission, je vous dis Thomas. de boire de l'eau pendant les bandes annonces, mais non, personne n'écoute. Merci également à l'équipe, merci Yassa. Merci. Merci Marwan, si tu es encore en ligne. Oui, merci. Ah, c'était compliqué. Marwan, obligé de vérifier qu'il est là à chaque fois. Marwan, tu es là? Trop chou. Marwan, en fait, tu l'as fait Thomas, du tu vas me spiritisme, en haïr fait. pour le montage. J'ai envie d'aller sauver Marwan. Ah, mais cette émission, il y a certains jours, ça ressemble à du spiritisme, quoi. Marwan, tu l'as. Nokia 3310. Le bon vieux, il y a que ça de vrai. Il joue à Snake. C'était donc ça. Et merci Thierry. Mais merci mon grand, je vais en profiter du coup parce que je voulais dire un truc et j'avais zappé. Et je vais le dire maintenant, parce que j'ai reçu, tu vois, de la part d'un de nos auditeurs très fidèles qui sait pertinemment qu'on enregistre le mercredi soir, qui m'a envoyé que j'avais plutôt intérêt à m'excuser pour un petit truc, sinon il allait se fâcher. Donc je vais en profiter à faire un message à un autre Thomas, tu vois, comme quoi il y a que des Thomas qui m'engueulent, qui me demande des excuses publiques pour les incorruptibles. Et je vais expliquer pourquoi. Dans la semaine dernière, en fait, quand on était en train de parler du cuirassé Potemkin, je disais que justement, le plan du Lando était repris dans les incorruptibles, dans l'impasse de Brian De Palma. Et non, ce n'est pas dans l'impasse, c'est dans les incorruptibles. Oui. Et je suis méchamment désolé parce que j'adore ces deux films. Quelle honte. Plus l'impasse, c'est un débat. Je savais pas. Je suis déçu. Si j'avais su, je serais jamais venu ce soir, tu vois. C'était une grossière erreur. Mais attends, tu savais pas, la preuve Lila que tu n'écoutes pas nos épisodes. Mais il y a aussi une autre erreur assez grossière. C'est que juste après, j'ai également dit que c'était une scène qui avait été reprise par Terry Gilliam dans son film Brasil, que j'avais vu 3 jours avant, donc je n'ai strictement aucune excuse, et que je dis même dans l'épisode, Thomas, tu pourras passer l'extrait, que je ne me souviens plus exactement de ce que c'était pas un Lando, et que c'était
Un caddie. Non, ce n'est pas un caddie, c'est un aspirateur. Et en plus, c'est un aspirateur qui a énormément de sens dans la scène pour Terry Gilliam comme pour le spectateur, donc j'ai extrêmement honte. Donc je m'excuse envers Thomas, envers les auditeurs, envers toi, petit salopard qui attend ton petit moment pour envoyer un commentaire désobligeant juste pour dire « Ils disent des conneries, alors ils devraient pas parler de cinéma ». Voilà, Désolé. Des bisous. Pour la peine, tu rédigeras un errata qu'on rajoutera en description de l'autre épisode. Voilà. Non, mais non, ça suffit. Sur 2 heures d'émission, ça peut arriver. C'était Certains l'aiment à chaud. Enfin, certains l'aiment au chaud. Et là, je m'y ferai pas, hein, ce titre. Et tu vas voir que quand on sera dans la rue, je dirai le contraire. Voilà, quand on reprendra le service, tout ça. Merci de nous avoir... Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ça va, je ne le répète pas 5 fois, c'est bon, tout va bien. C'est juste un podcast. Ça va. Thierry, tu veux pas conclure? Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, sur le chat privé de Dorsel TV également, où Yassa vous répond tous les jours, mais seulement de 9h à 9h30. Après, c'est des messages automatiques, mais elle en a enregistré une centaine, donc tout va bien. Thomas, tu peux reprendre. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Les réseaux sociaux, en effet, Claac Podcast, CLAAC Podcast. Qu'avez-vous pensé des films? Est-ce que vous pensez que La Sorcière de l'amour s'est émancipée? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que des nanars sur Outbuster? Est-ce que vous pensez que je vais trop loin dans cette description? Dites-le nous. Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. On est aussi sur YouTube. Alors finalement, on se le fait, ce live sur YouTube ou pas? Pourquoi pas, on peut tenter. Ouais. Allez. Pas sur Oui. Bon, alors si on arrive à mettre au point la config, parce que moi j'ai une vieille machine, voilà, bon bref, et puis on a une bande passante assez hasardeuse. Bon bref, on fait des tests techniques, et ce week-end, donc si ça marche, guettez les réseaux sociaux, on fera un petit live bonus Outbuster, qui ne sera que sur YouTube, parce que je vais pas m'amuser à le remonter en podcast pour le mettre, faut pas déconner non plus. La semaine prochaine, on va faire une petite pause sur les plateformes, mais pas sur les films. On continue et on va parler plus précisément des films qui auraient dû sortir au ciné, mais qui vont sortir directement en VOD ou SVOD. En attendant, bref, abonnez-vous sur votre agrégateur de podcasts pour écouter les épisodes dès leur sortie. Et puis même pour écouter les anciens, parce que c'est vachement bien. À la semaine prochaine, ou même à ce week-end, on verra. Guettez les réseaux. Bisous. Bisous. Salut les claquous. Même un truc, c'est quand même une plateforme qui me donne envie de regarder un truc qui s'appelle Velocipastor quand même. Oh non. On va y venir, là pour le coup, la sincérité. On va tous y passer un jour ou l'autre. Non mais Ce lobbying. Et même, je vais aller plus loin. Si vous voulez, ce week-end, là, parce que là, on est en train de tester la chaîne YouTube, on est en train de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. On peut tester un live sur ce film si vous voulez ce week-end. Non, hors de question. Attends, il était prévu qu'on le fasse lundi. Allez. Il était prévu qu'on le fasse lundi et vu qu'on l'a pas fait, j'ai pensé que c'était annulé, je l'ai maté, moi. Hein. À ton avis, pourquoi je te dis depuis tout à l'heure qu'il faut pas le regarder? Ah, même ça a l'air très très mauvais. C'est jusqu'au bout. J'ai vu la bande-annonce. Non, j'ai arrêté au bout d'une heure. C'est un mec qui se transforme en dinosaure. Et ben voilà. Et puis c'est un dinosaure en mousse ou en costume. Enfin, ça a l'air très. Ah mais c'est absolument. Non, c'est absolument pas ça le problème. Mais on va y venir. C'est très très cheap. Ça a l'air très mal joué. Enfin, je pense que c'est le truc que tu regardes avec des potes, des bières et des pizzas. Quoi. Mais non, mais pour te dire à quel point vous êtes tous infâmes. Là, regarde Lila qui m'a envoyé en crash test. On va tiens, va regarder Velocipastor parce que moi je le regarderai pas. Et derrière, finalement je vais le faire avec mon podcast. Et voilà. Alors que moi j'arrive, je fais le prévenant, je subis, j'arrive traumatisé, je la regarde. C'est sûr, ne fais pas ça. Et ben voilà. Tu on n'écoute pas. déformes la réalité, Thierry. Tu Je suis un lanceur déformes la d'alerte. réalité. Je veux que Macron me donne un appart de fonction. Je suis un lanceur d'alerte. Non. Tu vas finir en Russie, Thierry. Et je ne suis pas responsable pour les fétichismes bizarres du reste de l'équipe de la troisième Il est rangée. Non, j'ai vu les conversations, je confirme, c'est vrai. Non, bon, bref. Je dis, mais comme ça permet, je sais pas, mais ce week-end, parce qu'il faut les trucs mettre en place. J'ai eu du boulot, j'ai pas eu trop le temps de le mettre ça en place, mais ce week-end, on a un peu plus de temps de voir venir, donc c'est pour ça. Je propose. Et puis comme ça, on peut prévenir les auditeurs qu'on fait un live, parce que si on fait un live et qu'on ne dit à personne. Ouais, mais pas celui-là. Le truc de zombies, par exemple. Oui, The Hot Family, c'est quand même autre chose. Des zombies, non. Oh non, t'as des zombies. On peut faire les deux, hein. On va faire ce que dit Ça sera un très long live. On va prendre un truc au hasard. Arrête, ça m'a Toujours fait les ça mêmes même. qui tombent. On n'a qu'à faire Romeo et Juliette, par exemple. Ah le ouais, classique. ah oui. Ouais. Donc bon, bref, moi, le pasteur qui se transforme en dinosaure, moi, ça me branchait, voilà. Donc bref, tout ça pour dire que
Non, mais avant d'être interrompu par Thierry qui râle, hein, comme d'habitude, ça on a l'habitude, ça maintenant, hein, voilà, hein. Bon, bref. Non, mais quand même, c'est très fort, c'est que j'ai envie de voir ce film, alors que j'aurais vu la même chose passer sur une autre plateforme, j'aurais eu juste une affiche de film toute pourrie avec une description qui ressemble à rien, et je l'aurais même pas vu déjà. Ouais, non, excuse-moi, je vais t'arrêter, Thomas. Mais, excuse-moi, mais c'est toi qui nous a emmené voir Merveille à Montfermeil? Excuse-moi, c'est bien toi, hein. À partir de là, mais il n'y a plus aucune excuse. T'es juste un criminel qui aime voir des films aussi atroces par plaisir d'emmener les gens, les voir, tu vois, et les voir souffrir. T'es vraiment un sado. Alors, Merveille à Montfermeil, c'est différent, c'est que j'ai vu la bande-annonce qui était très très mauvaise, et je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être aussi mauvais, et en fait, non, c'était pire, effectivement. J'aime Bélibard qui se rappelle qu'elle a eu 10 entrées, et nous, on fait partie des 3. Non mais on est 4 du coup là dans le... Oh merde. T'aurais dû venir. Tu vois, on aurait dû y aller ensemble. C'est beau. Ah, c'était beau. C'était très beau. Bah, beau, je sais pas si c'est le terme. Bref. Attendez, non, s'il vous plaît, parce qu'Amalric en kimono cravate, moi, toute ma vie, je m'en souviendrai. Lui aussi. Oh, ça vaut tous les pasteurs dinosaures de la Terre. Traumatisme de guerre. Ça reviendra toujours. Merveille à Montfermeil, Marvoil, il nous le... Tu vois, quand on sera en maison de retraite, Thomas, qu'on sera bien vieux, qu'on aura plus de mémoire, tous les jours, tu verras la tête de Marwan qui débarque de sa chambre là en fauteuil qui fera « Moi, je me souviens de Merveille à Montfermeil !» T'imagines, peut-être que ça sera la seule chose dont il se souviendra de tous les films qu'il aurait vus. Du coup, il dira qu'il déteste le cinéma et il saura jamais pourquoi. Et après, on lui mettra un produit pour la mémoire qu'il fera se dresser et se battre à mort avec son voisin de chambre. Oui, j'allais le dire. On était en train de se glisser vers la bataille de Cannes et de déambulateurs. Là. Et avec un peu de chance, le voisin de chambre, ce sera Mathieu Amalric en kimono. Bon, bref. Malgré les quelques soucis techniques, oui, parce que... on reprend l'émission, s'il vous plaît. On a bientôt fini. L'émission. On en peut plus. Oui, patron. Chef. Pour Vélo Sylvester, je vais juste me permettre une phrase qui va juste expliquer pourquoi je suis énervé. Bah, en fait, le film est tellement mauvais que la seule réponse que te dira le réel fait « Ah, mais c'est fait exprès, j'ai fait exprès de faire du mauvais. Et c'est pour ça que c'est très énervant. Voilà. C'est très très nul, mais tu sens que c'est fait exprès. Tu sais, c'est la comédie néerlandaise, c'est le Sharknado, en fait. Alors ça, du coup, comme Alien Crystal Palace, voilà. Ah non, ne me dis pas que t'as vu ça. Non, ça c'est pas normal que tu l'aies vu et pas nous. Non, elle a écouté l'épisode de Nanarland dessus, ça suffit. Bah voilà, fallait être là, c'est tout, fallait être dans mon ciné club.